sur le sujet de la logistique comme levier de performance dans le secteur de la construction. C'est évidemment le sujet du moment. On pense évidemment aux pénuries actuelles de matériaux dans le secteur et des chaînes d'approvisionnement qui se sont interrompues, en tout cas qui ne sont pas aussi fluides qu'on le voudrait. On va avoir un déroulement en 3 grands temps, évidemment. Une première partie sur les enjeux de la logistique, et puis on va rentrer assez vite dans le concret avec les résultats, les réalisations dont nos invités pourront parler. Et on va parler de déploiement, parce que ça reste un sujet intéressant, avant évidemment de mettre en perspective, de conclure et de mettre en perspective, compte tenu et du cadre réglementaire qui arrive, qui est déjà là, et des évolutions du secteur. On va parler de BIM, on va parler d'industrialisation qui sont importantes. Avec moi pour animer Nicolas Baudard, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, donc Nicolas Baudard, je suis donc directeur général d'IMA. Alors IMA, pour nous présenter en quelques mots rapides, on est un cabinet d'ingénierie conseil dans le lean construction, donc sur ce sujet émergent du lean construction, l'adaptation de ces techniques, méthodologies, philosophies qui ont fait leur preuve dans l'industrie et au monde de la construction, donc précurseur et leader sur cette activité depuis 13 ans. Nous travaillons sur le mode du conseil et aussi sur le mode de l'ingénierie très opérationnelle. Nous travaillons beaucoup dans le bâtiment sur les sujets de la planification collaborative, qui est un des gros moteurs du Lean, et aussi sur ce sujet de la logistique qui nous tient à cœur et qui aujourd'hui effectivement est émergent et monte en puissance. Et je tiens à citer aussi, nous avons une activité dans la digitalisation avec les solutions Timothy Logistique et Timothy Scheduling qui prolongent et qui digitalisent en fait ces méthodologies pour les ancrer dans les pratiques et les rendre plus pérennes. Philippe ? Oui, donc Philippe Faustin. Donc moi je suis spécialiste des sujets de logistique mutualisée et d'industrialisation chez Sitwell. Donc Sitwell, c'est un cabinet de conseil en management créé en 2004. Avec une forte spécialisation en supply chain, ça c'est vraiment notre cœur de métier, même si on travaille aussi sur les opérations, sur les services clients et la conduite du changement. On a une particularité, c'est ce que vous voyez, c'est qu'on adresse à la fois les aspects stratégiques de la supply chain, les aspects tactiques, puisqu'on va parler aussi de déploiement, mais aussi toute la partie opérationnelle. On a une activité où on peut fournir des compétences à nos clients, et on travaille aussi sur le SI. J'irais sur Sitwell, ce qu'on fait, c'est que globalement, nous, ce qu'on fait, c'est aider les entreprises à transformer leur supply chain. Alors nous, on dit supply chain, on pourra dire logistique, on pourra dire chaîne d'appro, c'est des synonymes. Et on réalise vraiment des transferts, je dirais, entre les secteurs matures sur le sujet et les secteurs qui sont en cours de développement ou en cours d'évolution. Ce qu'on partage avec IMA, je crois, c'est une vraie conviction, en fait, que la supply chain, c'est à la fois un levier de performance, c'est clair, mais c'est surtout un facteur d'évolution des systèmes de production. Et c'est ce qu'on va voir juste à maintenant. Très bien. Alors effectivement, nous allons sortir juste sur l'introduction de notre posture d'animateur pour poser un petit peu notre conviction. Et notre conviction, en fait, c'est que la logistique est un levier de performance et donc est une valeur ajoutée. Donc voilà, donc sur cette valeur ajoutée. Donc si je prends ce petit schéma sur attendez, on m'envoie des signes derrière le micro, il faut que je comprenne. Voilà, il faut que je le rapproche comme ça ? Non, pas du tout. C'est bon. Ah, c'est Philippe. Excusez-nous. Donc voilà, donc je reprends. Sur cette explication, ce qu'on veut montrer, en fait, c'est la perception des acteurs de la construction, perception assez répandue. C'est Simon Carré-Vert, ça représente les coûts de la construction. Eh bien, quand on essaye de mettre en réflexion une logistique mutualisée, il y a tout de suite une perception qui est très répandue et qui est très partagée, c'est que c'est une bonne idée, mais cette logistique mutualisée, c'est forcément un surcoût. Parce que la logistique est vue comme une logistique de moyens, de bouger des volumes, etc. Et donc, oui, c'est une bonne idée de mutualiser, mais souvent on y réfléchit trop tard, et donc le cadre est figé. Et on a une perception assez généralisée que c'est une logistique qui coûte. Et donc la question, c'est qui paye. Donc on préfère évacuer en introduction cet argument-là, parce que ça pourrait bloquer l'attention pendant le déroulé du séminaire, de notre webinaire. Donc l'idée, c'est d'avoir un regard justement, alors un peu lean, c'est d'aller voir ce qui se passe dans ce carré vert. Dans ce carré vert, on va pouvoir distinguer
des coûts de production. Ça, je dirais, c'est les ouvriers qualifiés au poste de travail en situation productive, donc qui produisent. Et puis, on va pouvoir isoler du coup des coûts logistiques, qui sont le reste de ces coûts par complément, et qui sont toutes les problématiques d'approvisionnement au poste de travail, de la bonne matière au bon moment pour produire. Ces coûts logistiques, quand on regarde, on va gratter un petit peu, on va observer, on va poser des constats factuels, on va se rendre compte en fait qu'il y a beaucoup de non-valeur ajoutée. Et ça, on s'en est tous rendu compte sur les chantiers. Les ouvriers marchent, mais ils ne marchent pas pour se balader. En fait, ils transportent des charges, donc c'est associé à de la pénibilité. Je pense qu'on va y revenir sur les enjeux santé, etc. Et donc, ils marchent une grosse partie de leur temps. Ils marchent à peu près 25% de leur temps par jour. Et une grosse partie, plus de la moitié, est consacrée à ces histoires d'approvisionnement, voire d'attente liées à ces enjeux logistiques. Donc l'idée et l'invitation, c'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas essayer de fluidifier un petit peu tout ça ? Les chantiers ne nous ont pas attendu aujourd'hui pour parler de logistique, on fait des chantiers, donc la matière arrive au poste de travail. Par contre, le chantier, c'est un peu l'affrontement des logistiques avec de l'effet Joule, avec effectivement de la perte, donc avec de cette non-valeur ajoutée. Et l'idée, c'est de l'identifier, la voir ensemble, changer un peu les organisations, la réduire, cette non-valeur ajoutée, et en fait pouvoir se payer cette logistique mutualisée avec un gain à la clé, avec un gain qui va pouvoir effectivement être redistribué. Alors un gain d'enjeu économique, on a commencé par ça, mais en fait on va élargir la réflexion, heureusement, et on va aller sur le sujet que ce gain, en fait, c'est une performance globale qui va adresser tous les paramètres de la performance, en fait, que ce soit la santé, la sécurité, la productivité, les délais, etc., l'environnement, les attentes des parties prenantes, etc. Tout à fait. Donc, si on regarde, en fait, et puis pour évacuer le sujet, parce que la question, c'est combien ça coûte et puis combien ça rapporterait. Nous, on pense que ça rapporte. Donc, pour faire simple, en fait, on est sur des coûts qui sont estimés entre 1 à 2% des coûts des travaux. Dedans, vous avez des coûts de main-d'œuvre, effectivement, il faut payer les logisticiens. Vous avez des coûts d'entreposage. Quand on fait des plateformes, ça a un coût. Et puis, il y a tous les coûts liés à l'approvisionnement au poste de travail. Globalement, on est autour de 1 à 2% du coût travaux. Et effectivement, si rien ne se passe, c'est quelque chose qui est perdu. Par contre, si on s'organise et si on va vers, si on structure le système de production correctement, c'est-à-dire si on le met en place pour que cette logistique puisse s'effectuer correctement, on a des gains qui sont sur des postes différents. On a des gains effectivement sur les délais. On peut réduire considérablement les délais y compris les délais de reprise. On a des gains en main-d'œuvre, et c'est ce qu'on verra tout au long de cette table ronde. On a des gains sur les matériaux, on a moins de pertes, on a moins de déchets, et puis on a évidemment des gains sur les transports. Tout ça mis ensemble, ça représente 1 à 5% du coût des travaux, en coût net, en gain net. Donc évidemment, nous, et c'est notre conviction, alors c'est le débat aussi qui va s'ouvrir après, parce que pas obligé de nous croire. Nous, on a la conviction que même si ça a un coût, ça apporte des gains économiques. Et donc, on va presque évacuer cette notion d'économie, parce que même si on va en reparler, parce qu'au-delà de ces gains économiques, on a énormément d'autres gains et dont on va parler juste après. Tout à fait. Et donc, pour voir un petit peu la réalité derrière tout ça, on a réuni un panel d'invités très représentatifs qui se positionnent sur toute la chaîne finalement de valeur du projet. Et on va pouvoir aborder un peu les points de vue de chacun, voir ce qui nous réunit, voir éventuellement les difficultés aussi de mise en application, les freins à lever et tous les sujets connexes au déploiement de cette supply chain finalement, puisqu'on voit que c'est un sujet qui touche de manière assez vaste la transformation, je dirais, du bâtiment et du métier et de la filière telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc je vais les laisser se présenter, on va faire de gauche à droite, je vous propose, pour faire simple. Donc Julien, je te laisse démarrer. Très bien. Bonjour, Julien Fléchard, je travaille pour l'entreprise Bouygues Bâtiment France-Europe, qui est une filiale du groupe Bouygues Construction. Concrètement parlant, on est présent dans un certain nombre de pays d'Europe, la France, la Suisse, l'Angleterre, la République tchèque, la Pologne. On est spécialisé aujourd'hui dans la construction de bâtiments, tout type d'ouvrages, de l'exceptionnel comme vous pouvez voir, aux ouvrages classiques et courants, le logement, les écoles. On fait à la fois du tertiaire et du résidentiel, certes, mais aussi du neuf et de plus en plus de réa, de la réhabilitation site occupé ou de la réa lourde. Dans ce contexte, Bouygues Bâtiment France-Europe, il y a 4 ans, a décidé de réfléchir à comment construire différemment, construire autrement,
Et ça a été le début d'un projet qui s'appelle Smart Fabric, que je pilote, dont l'objectif est d'associer industrialisation et supply chain management pour vraiment avoir une rupture de la façon de concevoir et construire les bâtiments. En quelques mots, industrialisation, ce n'est pas juste préfabrication. On fait souvent le raccourci. Non, il y a aussi tout ce qui est industrialisation de la façon de procéder, l'ingénierie système. Et supply chain, c'est à la fois logistique, mais aussi comment on achète, comment on a des partenariats. Olivier ? Oui, bonjour, Olivier Arnaud, Saint-Gobain Solutions France. Donc, Saint-Gobain Solutions France est une entité transverse aux différents métiers de Saint-Gobain que je vais rapidement citer. Donc, le métier historique de Saint-Gobain, c'est le verre. Saint-Gobain a été créé sous Colbert il y a 350 ans. Je ne vais pas remonter si loin. Au-delà du verre, qui continue à porter la marque Saint-Gobain, que ce soit pour la construction ou pour l'automobile avec Sécurite, on a, au sein du groupe, développé un certain nombre d'industries liées aux métiers, aux matériaux de construction, Placo pour la plaque de plâtre, Isover pour l'isolation, Weber pour les mortiers, Plafond métal, Ecofond, Eurocoustique, je ne vais pas tous les citer. La plupart de ces entités sont leaders sur leur marché. Et fournissent les matériaux, soit à travers la distribution, soit en direct, selon le mode d'approvisionnement des chantiers, on en reparlera. Et donc la distribution, ça m'amène à évoquer l'autre partie du groupe Saint-Gobain, qui a intégré une partie distribution avec des marques de distribution très connues comme Point P, comme la plateforme du bâtiment, Dispano, CDO, distribution sanitaire chauffage, qui constitue l'autre partie de cette logistique, et avec au sein du groupe toujours des questions à se poser sur qu'est-ce qui a vocation à être livré directement sur un chantier, qu'est-ce qui est par l'industriel, qu'est-ce qui a vocation et avantage à passer par la distribution, et en relation avec les entreprises générales et les poseurs de nos produits. Et moi, je suis plus particulièrement en charge de ces questions de logistique chantier et de grands chantiers d'aménagement en général. Merci. Je passe la parole à Jean-Michel. Bonjour, donc Jean-Michel Bachelot, je suis ingénieur conseil donc, à la sécurité sociale au sein de l'assurance maladie risque professionnel. Donc, je vous ai resitué un petit peu où exactement je travaillais. Donc la sécurité sociale, vous le savez, se compose de grandes branches assurantielles avec un collecteur qui est l'URSSAF, qui est un peu plus connu, et puis qui redistribue ensuite aux allocations familiales, à l'assurance vieillesse, et puis donc l'assurance maladie, et au sein de laquelle je travaille, au sein de la branche risque professionnel. Donc nous sommes l'assureur des entreprises du régime général, et donc à ce titre-là, nous tarifons les entreprises, et nous exerçons des missions de prévention, avec comme finalité d'identifier les sources ou les principales causes de sinistres pour endiguer ces phénomènes. Comme vous le voyez, il y a à peu près 13 milliards d'euros au niveau du budget de la branche pour 240 milliards pour l'assurance maladie. Donc c'est une assurance qui pèse, pas autant que l'assurance maladie, qui est plus connue, mais qui pèse. Et nous intervenons donc auprès des 68 millions 19 millions de salariés du régime général. Et puis donc il y a 66 millions de journées de travail qui sont perdues, qui représentent à peu près, c'est important comme chiffre, environ 300 000 équivalents temps plein. Donc à l'heure actuelle où la recherche de personnel sur chantier est importante, là on a une source de 300 000 personnes qui sont accidentées, blessées. Et donc quand on remonte un petit peu sur les causes de cette sinistralité, on retombe systématiquement, en ce qui concerne le BTP, sur des problématiques d'organisation, donc des carences en termes d'organisation de chantier, avec comme facteur essentiel ou déterminant essentiel l'absence de logistique et de réflexion en amont sur l'approvisionnement des matériaux, leur distribution sur chantier et la distribution et le déplacement des personnes sur site. Très bien. Alors c'est des chiffres impressionnants qu'il faut avoir en tête, effectivement, qu'on n'a pas forcément, mais qui fixent bien les enjeux, quoi.
Jérôme. Bien, je m'appelle Jérôme Rouge de Smart Construction Logistics. Alors, je vais vous faire une confidence. Moi, j'habite en centre-ville. Donc, à ce titre, je suis particulièrement sensible à ce que chacun puisse y vivre, y travailler, y circuler sans être perturbé par des flux de camions allant sur des chantiers non maîtrisés. Donc ça tombe bien, parce que la circulation, pour moi qui suis un homme de la logistique, c'est mon domaine. Donc j'ai eu l'occasion, depuis maintenant plusieurs années, de créer une offre de services mutualisés qui s'appelle Smart Construction Logistique, avec un groupement de professionnels donc, qui propose, notamment autour de la mise en place de plateformes logistiques de chantier, de mutualiser des moyens et d'apporter une valeur ajoutée au plan logistique sur des grands chantiers. Et à ce titre, donc Smart Construction Logistics est lauréat de l'Urban Lab. Donc, l'Urban Lab, c'est le laboratoire d'innovation de la mairie de Paris pour la création d'une plateforme pour des chantiers dans le quartier de la Porte de la Chapelle, donc une opération de 103 000 m². Nous avons également remporté un appel d'offres pour la ZAC Saint-Vincent-de-Paul, dans une opération de 60 000 m² dans laquelle on va mettre en place des moyens logistiques communs. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, je suis à la fois dans une posture d'observateur, compte tenu de l'expérience que j'ai pu accumuler dans la logistique et dans la construction, notamment dans le domaine de la rénovation de l'habitat social. Mais aussi, je suis là en tant qu'acteur qui a pour vocation à faire bouger les choses. Et je reprendrai l'expression que j'ai entendue dans une conférence aux Arts et Métiers il y a 2 ans, où il y avait tout un certain nombre d'ingénieurs du bâtiment qui disaient effectivement le BTP doit changer d'air. Donc moi je suis résolument dans cette dynamique. Très bien, merci. Dernier invité qui représente la maîtrise d'ouvrage, David, ICAD. Je te laisse te présenter. Je reviens un peu en arrière. Ah. Bonjour à tous, David Bruchon, ICAD Promotion. Donc ICAD, ça veut dire Immobilier de la Caisse des dépôts. On est comme principal actionnaire donc la Caisse des dépôts. Nous sommes un acteur majeur en fait de l'immobilier en France. On intervient sur tout le territoire national. On a 21 implantations en France et dans les DOM-TOM. Mon rôle au sein d'ICAD Promotion est un rôle transversal de direction technique nationale et RSE, et c'est important. En gros, c'est mettre en adéquation nos engagements RSE et raison d'être en lien avec nos pratiques au quotidien. Et donc, parmi les nombreuses stratégies qu'on est en train de déployer aujourd'hui pour répondre aux nouvelles exigences environnementales, notamment de réduction de notre empreinte carbone, de toutes les problématiques de biodiversité qu'on a à gérer, on voit, comme ça vient d'être dit, un besoin de transformer en fait l'acte de construire en développant donc des systèmes constructifs alternatifs, et notamment les notions de préfabrication hors site, qui sont plus adaptées aujourd'hui au développement de certains matériaux biosourcés, qui vont dans le sens de tous nos enjeux, qu'on va détailler par ailleurs. Et donc moi, mon rôle est vraiment de coordonner ce déploiement, de l'accompagner et de faire que ça se passe au mieux pour nos équipes opérationnelles dans leur quotidien. Voilà. D'accord, merci. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, vous avez déjà commencé, je vous sens impatient de débattre. J'ai envie de commencer par Jean-Michel pour la CARSAT, parce que le lien entre logistique, santé, performance, il n'est pas évident quand on dit comme ça. Enfin, dit comme ça, c'est pas évident. Et pourtant, vous pouvez en parler, vous avez des observations, vous pouvez nous décrire des observations, vous pouvez nous parler de ces enjeux de santé et qui ont un impact sur la performance. Effectivement, en fait, Nicolas parlait de la non-valeur ajoutée observée sur les opérations. Cette non-valeur ajoutée, effectivement, comme dit Nicolas, elle est associée à des déplacements de personnel avec des charges. Et ça génère inévitablement des conséquences pour les opérateurs qui exercent ces activités de manutention, avec des accidents réguliers assez graves et des problèmes de maladies professionnelles, type troubles musculo-squelettiques. Il faut savoir, dans la profession, ça représente 80% des coûts, nous qui sommes assureurs, sont générés par ces problématiques de manutention, ce qui est assez conséquent. Et donc l'objectif, c'est de réduire les accidents et ces maladies professionnelles, avec, comme vous le voyez sur les chiffres identifiés, 89 millions d'euros de coûts sur le secteur du logement de collectif, et un coût de 62 millions d'euros sur la maison individuelle. Ce sont les coûts liés
aux accidents et maladies professionnelles sur les chantiers, que nous répercutons bien entendu aux entreprises par la suite, parce que c'est une assurance à cotisation 100% entreprise. Donc l'objectif pour endiguer ce phénomène, c'est de, comme je le disais, identifier les causes. On a essayé de caractériser le coût de ces accidents, de ces maladies sur un chantier, sur une opération. Les coûts directs qui sont liés justement à ces accidents, à ces cotisations, ça représente 1% d'une opération lambda. Alors que le maître d'ouvrage, sur chaque opération, finance 1% de l'assurance. Et les coûts directs. Les coûts indirects sont des coûts qui ont été qualifiés par plusieurs observations et études par l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Ce sont des coûts qui sont liés au remplacement des personnes absentes, à des ruptures de la chaîne logistique, voire des arrêts de chantier. Donc tous ces coûts-là qui ne sont pas quantifiés par nous, assureurs, mais qui sont quantifiés par les entreprises qui le vivent, voilà, représentent 4 fois les coûts directs. C'est pour ça qu'on passe de 1 à 5%. Donc sur une opération lambda, 5% de l'opération finance les coûts des accidents et des maladies professionnelles. Donc ce qui est assez conséquent. D'où l'importance d'endiguer effectivement cette problématique d'accident par l'approche logistique. Et dans vos observations, vous avez des typologies de chantiers différents. Est-ce que vous voyez aussi des différences en fonction des typologies de chantiers sur les réalisations, sur ces enjeux de santé qui sont plus ou moins pris en compte en fait? Effectivement, là, on a qualifié par exemple la maison individuelle et le logement collectif. Bon, les deux approches ne sont pas du tout les mêmes en termes ni de maîtrise d'ouvrage, puisque sur la maison individuelle, on a affaire à du particulier qui construit pour lui-même souvent, avec des obligations qui lui sont propres, nettement moindres que pour le maître d'ouvrage investisseur promoteur. Et puis derrière, du coup, on a aussi une organisation des chantiers qui varie, avec du chantier soit parfois à l'OTI, mais là, comme en ICAD Promotion pourra mieux en parler que moi, mais tout ce qui est à l'OTI ou chantier en entreprise générale, en conception-réalisation. Et on constate qu'effectivement, en fonction de chaque type de contractualisation, les conséquences sur le chantier ne sont pas les mêmes. Manifestement, lorsqu'on est sur des opérations conception-réalisation, lorsqu'il y a un partenariat en amont entre les concepteurs, les entreprises réalisatrices, voire les distributeurs de matériaux, on a de fait une sinistralité nettement moindre. Il en va de même quand on travaille avec des entreprises générales qui ont de manière intrinsèque cette compétence d'approche logistique. Et quand nous, au niveau en tant qu'assureur, on observe et on regarde et on constate effectivement que ces entreprises nous coûtent moins. Et que ces chantiers coûtent moins que des chantiers qui sont à l'OTI, voire des chantiers de construction maison individuelle où la maîtrise de l'approche logistique est moindre. Si c'est un euphémisme. Ok, alors je vais me tourner vers l'entreprise générale, le bon élève, si je comprends, pour nous expliquer effectivement comment se modélisent un peu ces flux logistiques, et puis peut-être aussi mettre des ordres de grandeur, parce que c'est toujours intéressant de mettre des ordres de grandeur, sur quel volume ça représente, de quoi on parle en fait. Alors du coup, de manière très synthétique, en fait, la logistique autour d'un chantier, c'est des flux entrants et des flux sortants. En flux entrant, aujourd'hui, nous, si on parle que des matériaux, il y a à la fois toute la partie matière première qui est livrée directement au chantier, c'est typiquement le béton. Après, on va avoir tous les produits qui sont livrés par les fournisseurs. Ça va être tout ce qui est livré directement, qu'on achète directement et qui est livré directement sur le chantier. Ça peut être des fenêtres, ça peut être de l'isolant. Et il va y avoir un ensemble de produits qui sont achetés par les sous-traitants et qui sont un flux que l'entreprise générale n'achète pas, mais qui est porté par nos sous-traitants. Cet ensemble de flux amont, aujourd'hui, sur un chantier de 100 logements, pour vous donner un ordre de grandeur, en béton classique, c'est à peu près 900 camions. 600 pour le gros œuvre, 300 pour les corps d'État. Et on ne parle pas encore des flux de personnes, ni du matériel. Et on l'oublie souvent, mais très importante, il y a tout ce qu'on appelle les flux de reverse.
Alors là, les chiffres sont beaucoup plus variables parce que si on a une opération où il y a une infrastructure, il va y avoir de la terre, on peut tout de suite se retrouver avec des quantités astronomiques de camions qui sortent du chantier. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur cette même opération de logement, si jamais je n'ai pas d'infrastructure, donc je ne creuse pas et que je ne réhabilite pas, c'est déjà 300 camions, rien que la production de déchets liée à la construction neuve. Aujourd'hui, ce qu'on a modélisé, c'est quand on fait une réa lourde, on a autant de camions qui entrent que de camions qui sortent. Petite complexité, par contre, c'est qu'ils rentrent et ils ne sortent pas au même moment. C'est-à-dire qu'en réa, on commence par déshabiller, et donc on commence par déconstruire. On a des ressources qui sortent, et en construction, et ensuite les flux entrants rentrent. Donc ça, c'est pour vous situer le schéma global. Et du coup, si on va sur la slide suivante, Nicolas, donc c'est ce que je vous disais, 900 camions rien que pour les approvisionnements. La sécurité, c'est un véritable enjeu pour nous, et la logistique est vraiment l'un des nœuds gardiens de la sécurité et de la santé sur nos opérations. Pourquoi ? Parce qu'une organisation logistique non maîtrisée, c'est de la désorganisation, c'est des gens qui vont décharger dans de mauvaises positions avec les mauvais moyens. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on veut lutter. C'est de la désorganisation des équipes, parce que ce qui devait arriver tel jour arrive trop tôt, m'encombre mon chantier, perte de productivité, gros enjeu de productivité, parce que du coup on a des compagnons qui sont en train de faire du déchargement là où ils devraient produire, ils perdent du temps parce que ce n'est pas au bon endroit, ils cherchent, donc enjeu d'insécurité, enjeu de productivité, et le troisième enjeu qui est hyper important aujourd'hui, c'est l'impact environnemental. Parce qu'une organisation logistique non maîtrisée, c'est énormément de déchets, c'est des surplus, c'est des camions qui arrivent de manière intempestive et des villes aujourd'hui qui nous disent on ne veut plus avoir 600 camions qui rentrent sur le chantier. C'est plus possible. J'ai des écoles à côté, ça ne marche plus comme ça. D'accord. Donc là, tu parles de la performance globale. Comment vous arrivez à l'adresser à l'échelle d'un groupe comme Bouygues ? C'est un enjeu partagé, c'est mobilisateur ? C'est un enjeu mobilisateur pour plusieurs raisons. C'est que, alors déjà, si on parle à l'échelle de Bouygues Bâtiment France-Europe, qui est déjà un ensemble assez important, la logistique est un sujet de premier plan. Pour deux grandes raisons. La première, c'est que c'est une attente de nos clients. Et le client est au centre de nos préoccupations là-dessus. Donc, il faut adresser ce sujet. Et j'ai envie de dire, la logistique n'est pas un problème, c'est une solution pour aller vers la productivité, pour aller vers une meilleure performance. Donc, deuxième façon de changer le truc, c'est pas un problème, c'est pour nous un axe de performance. Et aujourd'hui, c'est reconnu comme un axe de performance. Très bien. On a parlé beaucoup d'acteurs, enfin, vous avez parlé des sous-traitants, des fournisseurs. Alors, là, on a la chance d'avoir Olivier de Saint-Gobain qui, en tant que fournisseur, peut nous expliquer ce qui porte, enfin, ce que Saint-Gobain met comme enjeu derrière la logistique et derrière ce service qu'il apporte à ses clients. Oui, tout à fait. Alors, si je suis là aujourd'hui et j'occupe la fonction que j'occupe, c'est parce que la logistique a bien été identifiée au sein du groupe Saint-Gobain comme un élément majeur au cœur de notre démarche de développement responsable, de construction durable. Et on le voit, on le retrouve à toutes les étapes, que ça soit, c'est évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la jonction entre nos deux grandes activités que sont la production de matériaux de construction et la distribution. Qu'est-ce qui doit passer à travers un réseau de distribution? Qu'est-ce qui doit aller en direct vers les chantiers d'un point de vue, ne serait-ce que empreinte carbone et efficacité. On travaille également sur des transports appelons-les alternatifs, multimodal. On est déjà équipé pour les futures zones de faible émission avec une flotte importante de camions à gaz en Île-de-France. Donc on essaye d'anticiper ces sujets et en faisant attention aux nuisances que citait tout à l'heure Jérôme, que sont le trafic, le bruit, la pollution, notamment en centre-ville. On travaille également sur la partie emballage, c'est vrai dès la production, mais ensuite dans la partie expédition, reconditionnement, on essaie de trouver les conditionnements les plus adaptés pour créer le moins de déchets possible, limiter la reverse logistique, qui sera de toute façon nécessaire. Et puis on travaille également sur l'offre sur mesure, qui là a plus vocation à être proposée par l'industriel directement au chantier. Le sur-mesure passe plus difficilement à travers la distribution puisque c'est sur-mesure, donc dédié à un chantier précis. Voilà, donc ça rejoint totalement notre démarche globale d'entreprise responsable, je dirais, avec des choses très concrètes.
Merci. Alors, je me tourne vers notre maître d'ouvrage. David, on a parlé un peu des différents modes d'organisation des chantiers. Je crois que vous évoluez sur ces différents modes, justement, en fonction de votre typologie d'activité, entre les logements, les bureaux. Je vous laisse vous expliquer un petit peu. Oui, alors effectivement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les enjeux qui sont les nôtres et aujourd'hui la réalité de notre fonctionnement sur cet enjeu logistique, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça est en lien avec donc, la transformation du monde de BTP tel qu'on le connaît vers un monde plus de préfabrication, en ce qui nous concerne, qui va nécessiter d'intégrer en fait, des nouveaux risques et donc des partenariats amont avec les entreprises. Et donc en fonction en fait, du niveau de risque qu'on a sur nos opérations, on va plus ou moins intégrer tôt en amont les entreprises et on va avoir des modes d'allotissement qui vont être différents. Donc typiquement sur une opération lambda de logement, on est encore d'états séparés, il n'y a pas vraiment de problématique pour nous à risque. Sur une opération, cette fois-ci, où on est plutôt sur l'innovation technique avec des portages assurantiels ou qu'on doit anticiper ou des méthodes de fabrication qui sont propres à certaines entreprises, typiquement des projets en ZAC, en construction bois, des choses comme ça. Là, on va être sur des macro-lots où on va sécuriser des clos couverts et où on va co-concevoir en fait, le dossier marché avec une entreprise qui aura été pris par exemple sur un PMG, sur un dossier permis. Et on a un autre mode qui est le mode entreprise générale, réservé aux grands projets, donc soit des grands projets urbains, type les Jeux Olympiques par exemple, ou des grands projets tertiaires, où là on est en allotissement entreprise générale vu la complexité des opérations. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que tout ça est en lien avec la notion de digitalisation de notre métier, c'est-à-dire qu'en fait, notre métier étant de plus en plus compliqué sur le plan technique, avec l'intégration de plus en plus de contraintes environnementales, on a un prérequis en fait, qui est le prérequis de toute industrialisation, c'est-à-dire la numérisation de nos procédures. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler sur l'ensemble de nos projets en BIM. On a une plateforme BIM qu'on va utiliser sur 100% de nos opérations désormais en phase conception, ce qui est en fait l'élément clé pour commencer à enclencher l'industrialisation derrière, et donc toutes les problématiques de logistique qu'on évoque qui en découlent naturellement. D'accord. Alors, en tant que maître d'ouvrage, promoteur, vous avez des responsabilités différentes. Comment vous hiérarchisez finalement, vous, les enjeux de cette logistique nouvelle à faire émerger ? C'est ce qui a été souligné très justement par les personnes autour de la table. Aujourd'hui, les enjeux pour un maître d'ouvrage sont multiples. Il y a des enjeux bien évidemment de sécurité, ça c'est évident. Il y a des enjeux autour de l'acceptabilité de la construction en ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, nos principales parties prenantes, c'est quand même les élus qui doivent accepter qu'on vienne construire sur leur territoire. Et ça, c'est une vraie difficulté aujourd'hui d'avoir des permis de construire. Donc il faut qu'on soit, entre guillemets, à moindre impact en termes de nuisance vis-à-vis des riverains. Ça, c'est un énorme enjeu d'acceptation. C'est aussi un enjeu qui va permettre de mieux faire passer demain la densification, parce qu'on sait qu'on va arrêter l'étalement urbain. Il y a des enjeux environnementaux, ça a été souligné aussi, par rapport à toute la problématique de déconstruction de bâtiments, de conservation d'existants et de transformation donc de bâtiments. Et puis des problématiques aussi de déchets, ça a été bien expliqué, de où partent les déchets, comment ils sont triés, comment ils sont gérés sur le plan logistique. Donc on a énormément d'enjeux, j'en oublie, mais qui sont tous en lien autour finalement de cette problématique centrale d'organisation des flux de matières entrantes et sortantes. Jérôme, je t'ai vu acquiescer lorsqu'on a parlé de contraintes de riverains. Toi qui es à la fois un acteur de la logistique mutualisée, mais surtout un observateur des pratiques depuis un certain temps, j'ai deux questions en fait. Ces contraintes, elles sont réelles. Qu'est-ce qu'il en est? Et je crois que toi, tu fais parfois des comparaisons avec l'étranger et qui sont assez instructives. Oui, si on regarde sur le sujet de l'attractivité, des résistances qu'on peut avoir par rapport ou des difficultés à obtenir un process de validation sur un projet particulier, on est la lanterne rouge en Europe, puisque si on reprend les recours, l'effet tunnel autour des permis de construire, etc., on a vraiment des durées qui sont extrêmement longues. Si on reprend l'exemple de la Samaritaine, où il y a eu plusieurs années pour aller au bout d'un chantier défini, compte tenu de tous ces éléments d'acceptabilité. Et donc on a une responsabilité dans le monde du BTP d'adresser ça et de rentrer en dialogue avec l'entourage du monde du BTP en l'écoutant et en le prenant sérieusement pour que justement en retour on en bénéficie d'une manière plus rapide d'aborder. Alors ça c'est un des sujets que je voulais aborder. Le deuxième sujet moi, qui m'intéresse, c'est qu'on repointe aussi cet aspect gestion des déchets, des ressources, puisqu'on est passé d'une ère où
on regardait plutôt voilà, comment on allait évacuer, à on regarde avec un œil de métabolisme urbain, hein, si on prend les termes consacrés, qui regarde chaque objet construit comme un être vivant, et on ne va pas le laisser mourir en envoyant tout à la poubelle, on va essayer de récupérer des ressources, et on va alors être encouragé par l'air du temps qui nous y pousse, hein, et puis également la réglementation, avec la TGAP qui augmente régulièrement ces années, avec la mise en place de filières de responsabilité du producteur, donc qui met une emphase aujourd'hui très forte, ne serait-ce que pour comprendre la réglementation qui arrive. Et puis le troisième point, moi j'aimerais souligner, parce que les autres, notamment sur l'aspect sécurité, ont bien été abordés par Jean-Michel, c'est le côté gaspillage de matériaux. C'est-à-dire que, alors pas besoin de vous faire un dessin sur le vol sur chantier, qui est une des plaies de notre profession, mais on a aussi, du fait du manque de place, des matériaux qui peuvent être abîmés, donc ça c'est effectivement une difficulté. Et on a aussi, moi, ce que j'appelle le fameux syndrome de la palette en plus, mais allez, j'en prends une ou deux palettes en plus, on ne sait jamais. Parce que quand on est dans un mode où on n'est pas en flux tendu, il n'y a qu'à voir ce qui se passe quand on évacue un chantier, parce qu'on est un peu à la bourre, mais on a encore des palettes partout, y compris avec des matériaux neufs, qui passent à la benne parce qu'on n'a pas le temps, et ils sont arrivés parce qu'on ne les a pas amenés au bon moment sur le chantier. Voilà quelques-unes des remarques que je ferai. Merci. Merci. Donc, je pense qu'on a fait un bon tour des enjeux, hein, avec tous les points de vue exprimés, beaucoup de convergences. On peut passer donc aux exemples un peu de réalisation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut constater? Quelles sont les pratiques? Quels résultats? Donc, je vais commencer avec Olivier. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment vous adressez un peu des solutions vers vos clients, vous qui sont alors principalement les entreprises corps d'État, les artisans, nous détailler un petit peu l'offre logistique Saint-Gobain? Oui, alors j'ai pris deux exemples qui sont assez significatifs de nos activités logistiques pour les chantiers. On a dans la partie distribution des centres, des plateformes de préparation de commandes sur lesquelles on peut faire ce qu'on appelle du kitting en langage... c'est passé dans le langage courant aujourd'hui, c'est-à-dire sur une même palette, un lot qui représente tout ce qui va être nécessaire pour faire par exemple une chambre dans une résidence étudiante nouvellement construite. Donc regrouper par rapport à non pas l'origine des matériaux, mais leur destination. Et donc on peut faire des préparations dans un temps très court qui sont ensuite acheminées sur l'agence qui va livrer ces préparations ad hoc avec des conditionnements standards de produits ou qui peuvent être livrés également directement sur le chantier. Autre exemple. Juste sur cet exemple-là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut dire qu'il y a déjà une organisation logistique très poussée à la porte des chantiers, en fait, quoi, parce que oui, dans toutes les régions sont couvertes par ces centres de préparation de commandes. Voilà. Ok. Tout à fait. Autre exemple, j'ai parlé tout à l'heure de sur-mesure. Alors, le sur-mesure, j'ai oublié de dire que c'est également un facteur de réduction des risques et des activités dangereuses et donc de l'accidentalité sur chantier. On va voir deux exemples très rapidement qui sont assez proches. Dans des situations de chantier extrêmement contraintes, ici on est la rénovation de l'hôtel Pullman à côté de la gare Montparnasse, rénovation qui devait se faire sans toucher à la façade, puisque la façade contient des éléments d'amiante qui doivent rester tels que. Et donc tout devait passer par les monts de charge de l'hôtel qui ont été prévus pour monter le linge ou descendre le linge sale, et pas pour faire passer des plaques de plâtre. Et donc on a dû découper toutes les plaques dans des dimensions qui rentrent dans le mont de charge, c'est-à-dire moins de 90 cm de large et 1,40 m de long, ce qui n'est pas tout à fait le format standard. Il y a un budget de bande important là. Oui. Voilà, donc il y a effectivement du travail après pour la pose et le jointoiement. Donc ce chantier n'aurait pas pu être réalisé sans cette prestation. Cette prestation, elle s'est faite donc à l'usine directement de production des plaques. On a découpé sur mesure avec une palette qui allait dans chaque chambre et qui correspondait exactement aux besoins de chaque chambre et a été livrée sur le chantier sans encombrer les parties communes, sans nécessiter des manutentions diverses. Un exemple
assez similaire qui est allé encore un peu plus loin. Donc c'était rénovation d'un autre hôtel d'environ 1000 chambres situé Porte Maillot à Paris. Et là, l'hôtel avait cette particularité qu'il était pour moitié toujours en exploitation. Même contrainte de faire passer les matériaux par le monte-charge, uniquement la nuit, puisque pendant la journée, il fallait réduire les nuisances. Donc ça s'est fait, en l'occurrence, avec une entreprise générale qui n'est pas loin de moi, Bouygues pour ne pas la nommer. Et on a pu réaliser ce chantier avec un prestataire logistique qui avait une base logistique sur laquelle on livrait les palettes de plaques, les autres produits. Et il y a une très belle photo qui montre toute la gamme des produits Saint-Gobain avec les plaques, l'isolant et les mortiers. Voilà. Et... oui. Ouais, c'est tout. Oui, non, en fait, je voulais revenir vers Julien, parce que vous parliez d'une opération enfin, commune, d'une référence commune. Donc, l'hôtel Hayat, c'est ça. Donc, chez Bouygues, en fait, c'est quoi une stratégie logistique sur un chantier, en fait? Comment vous déployez ça? Alors du coup, chez Bouygues, une stratégie logistique sur un chantier, déjà, c'est pas un standard. Vous imaginez bien quand on est en train de faire l'hôtel Hayat en plein centre de Paris, quand on est en train de faire des pavillons à Calais, on a fait un chantier avec 47 pavillons, ou alors qu'on fait la rénovation d'un projet en site occupé près d'Orléans, c'est pas du tout les mêmes environnements. Donc, ce n'est pas la logistique qui est standardisée. Par contre, il y a une façon très standard d'approcher la question de la logistique. Et donc, on a beaucoup travaillé, nous, sur comment est-ce qu'on est capable de structurer l'étude de la logistique, d'anticiper ce sujet. C'est un vrai sujet d'anticipation qui doit être fait avant les consultations pour pouvoir les communiquer à nos partenaires. Et aussi, comment est-ce qu'on va, derrière, organiser les moyens. Et là, pour organiser les moyens, on a plein de solutions. C'est le graphique que vous avez à l'écran. Si on revient juste à la slide d'avant. On peut être soit sur des parties, on va travailler avec un fournisseur, c'est ce qu'on a fait avec Saint-Gobain sur le Hayat, c'est ce qu'on a fait avec Saint-Gobain sur des résidences étudiantes. Soit on peut travailler sur une plateforme partagée. On peut aussi industrialiser, préassembler chez nos fournisseurs. Donc beaucoup de travail en amont. Ensuite, derrière tout ça, pour la mise en œuvre, le bon matériau au bon endroit, au bon moment, il y a le planning. Le planning est clé, ça bat la mesure. Et donc on est très habitué du coup maintenant à réfléchir en séquencement de tâches et à avancer les matériaux au fur et à mesure du besoin sur chantier. D'où l'intérêt d'avoir des bases arrière ou des bases sur chantier. Et après, on est sur chantier, et là, c'est distribution à pied d'œuvre, des moyens communs, mutualisés, interlocs. Très bien, donc sur le petit schéma, ce qu'on voit, c'est effectivement toute la place du système d'information pour piloter ces flux logistiques. C'est clair que le digital, là-dedans, est complètement clé. C'est beaucoup plus compliqué quand on est en train de gérer tout ça avec d'un côté une gestion des stocks avec une feuille Excel, de l'autre côté une gestion d'arrivée des camions sur un tableau blanc, un planning pointé sur un mur, non ça marche plus. C'est un des vrais, c'est pas l'outil digital qui permet la logistique, mais c'est clairement un catalyseur. Et concrètement, ça se voit en fait sur vos chantiers quand il y a de la logistique? Ça se voit, c'est comme la pub Contrex. Ça se voit sur notre corps, ça se voit sur les chantiers. Un chantier qui a une vraie organisation logistique, visuellement parlant, et ce qui est visuellement parlant se sent aussi sur les conducteurs, sur les intervenants. Ça se passe mieux, c'est plus organisé, il y a plus de place, moins d'accidents, moins de réserves. Très bien. Alors tu nous as parlé effectivement de l'organisation logistique jusqu'à la porte du chantier, et tu as dit un petit mot sur ensuite qu'est-ce qui se passe sur le chantier. Alors j'ai envie de passer la parole à Jean-Michel pour nous expliquer justement comment vous, la CARSAT, vous adressez ces sujets-là, plutôt sur le chantier à l'OTI du coup, et donc comment on organise cette logistique sur le chantier, et avec quels prérequis et dans quelle temporalité finalement. Le constat effectivement que l'on a fait, c'est que l'ingénierie développée par les entreprises générales qui anticipent la livraison à pied d'œuvre des matériaux en mutualisant les moyens pour les coordinateurs secondaires, cette réflexion amont sur le chantier à l'OTI, elle est plus compliquée puisqu'il n'y a pas cette ingénierie présente. C'est au maître d'œuvre et à l'OPC en phase conception de réfléchir à ces éléments-là. Force est de constater que ce n'est pas toujours
opérants. Et souvent, quand on parle par exemple de mutualisation de moyens, monte matériaux, monte charge, mise en service anticipée d'ascenseurs pour permettre de distribuer les personnels et les matériaux, si ce n'est pas présent ou identifié dans l'appel d'offres, on ne peut pas retrouver ces éléments sur le chantier. Si l'ascensoriste ne sait pas qu'il a à mettre en service de manière anticipée l'ascenseur, ben, jamais il va le faire, ça paraît évident. Et s'il ne le fait pas, on va se retrouver avec des salariés qui vont dépalettiser au pied de l'immeuble, entrer les matériaux, les distribuer dans les escaliers jusque dans la pièce. Alors, je crois que vous avez fait des études assez détaillées d'ailleurs sur ces différents scénarios d'approvisionnement en fonction des moyens mis à disposition sur le chantier. Oui, tout à fait. Là, c'est un exemple d'une étude que vous pouvez retrouver sur le site de Amélie, donc la Sécurité sociale, ou de l'INRS, qui est notre centre de recherche. Et effectivement, on a fait des chronos, des observations de terrain, justement pour avoir des arguments pour convaincre nos interlocuteurs, donc donneurs d'ordre, de l'importance qu'avait cette non-valeur ajoutée dont on parlait au début, de l'impact que ça avait sur leurs opérations, en termes de coûts, en termes de temps perdu, et surtout pour nous, en tant qu'assureurs, les conséquences que ça pouvait avoir sur les opérateurs. Donc là, on a pris l'exemple, un chrono fait sur une palette de parpaing à 23 kg l'unité. Donc pour déplacer cette palette de parpaing de 10 mètres sur un étage. Eh bien, ce qu'on voit classiquement, alors pas forcément sur Paris, mais un peu plus en province, parce qu'on est un petit peu moins contraint par le foncier, donc on a un peu plus de place, donc eh bien on s'étale. On se retrouve avec des livraisons de palettes voilà, à proximité du chantier. Les accès ne sont pas réalisés, donc il faut dépalettiser, transporter à la main un par un ces éléments dans le bâtiment, faire de l'élévation à l'étage, reconditionner, faire on va dire du stockage provisoire, hein, ponctuel, et ainsi de suite dans chaque étage. À deux, bon, on a chronométré, c'est l'exemple, là, 2 heures pour faire cette opération. Ensuite, on a observé la même situation sur un chantier où là, le maître d'ouvrage avait anticipé et mis à disposition des salariés un ascenseur de manière anticipée. Donc là, c'est dans les pièces marchées. Par contre, les accès n'étaient pas optimum. Et puis, on était un petit peu comme dans le cas de tout à l'heure sur un ascenseur. Voilà, on ne peut pas y mettre non plus une palette d'1,2 tonne. Enfin, on peut le faire une fois. C'est tout. Donc ça fait cher l'ascenseur. La logistique. Voilà. Donc on dépaletise à nouveau. On rentre les éléments dans l'ascenseur, et rendu à l'étage, on les ressort un par un. On arrive là sur un temps de 28 minutes. Ou 29, hein, je ne vois pas bien de loin là. Même opération sur, cette fois-ci, avec un accès optimal, donc des accès réalisés, entretenus, carrossables, permettant d'utiliser des aides à la manutention. Donc là, on n'a plus besoin déjà de dépalettiser. On peut rentrer dans le bâtiment directement les éléments, mais on est confronté à la même problématique de l'ascenseur. Toujours, on va dire, pas en adéquation avec la charge à déplacer. Et puis donc la quatrième solution, c'est celle qu'on a observée avec une entreprise et un fournisseur qui ont joué le jeu en amont, qui se sont posé des questions en amont, c'est-à-dire qu'on conditionne les palettes de manière à ce qu'on puisse les rentrer avec une aide à la manutention dans le bâtiment et dans l'ascenseur. Donc avec un conditionnement plus petit, on est sur 300 kg, on peut rentrer directement la palette donc, en la translatant, et à l'étage, on la translate directement à pied d'œuvre, et là on est sur du 7 minutes. Donc on passe de 2 heures à 7 minutes avec 2 opérateurs. On voit tout de suite dans le tableau de synthèse les gains de temps notables sur cette opération, cette tâche basique. Hein. On a fait la même chose avec des plaques de plâtre, comme vous le disiez. Là, c'est encore plus spectaculaire. Et là, on est sur un rapport de 40. Ouais. Donc on va 40 fois plus vite avec des plaques de plâtre lorsqu'on met à disposition des accès carrossables, une zone de stockage, des moyens d'approvisionnement mécanisés en hauteur, et sans manutention. C'est surtout ça, ce qui nous importe. Oui, ce qui nous importe, c'est pas ça. de manutention, donc pas d'effort et de contraintes physiques pour les opérateurs. Donc un rapport de 40, c'est colossal. On arrive du coup, lorsqu'on fait toutes ces observations sur plusieurs opérations,
sur des gains de productivité qui amènent à près de 3,6% de la valeur de l'opération que l'on pourrait gagner en mettant en place cette réflexion amont, c'est-à-dire cette mutualisation de moyens, mais en phase avant l'appel d'offres. Avant l'appel d'offres, ouais. Sinon, c'est trop tard. Ouais. Moi j'aime bien ce petit calcul que je fais souvent, c'est de dire, on a dit les compagnons margent 25% de leur temps, la main d'œuvre dans le bâtiment, pour faire simple, je veux dire c'est 40%, 25% x 40%, 10% du prix de revient d'un bâtiment, c'est des compagnons qui marchent. C'est ce que vous achetez à vos entreprises, quoi, des kilomètres parcourus. Donc le 3,5 sur 10, on voit bien qu'effectivement, avec les effets là, que vous nous expliquez sur la réduction et sur ces rapports de 40, on voit effectivement que c'est tangible, hein, on peut aller les chercher, quoi. Tout à fait, ouais. Oui, il n'y a pas beaucoup. Alors, ça paraît simple, il suffit de prévoir des accès carrossables, entretenus. Ouais. Alors c'est facile, entre guillemets, lorsqu'on a un prestataire ou une entreprise générale qui a ses compétences en interne. Lorsqu'on est en chantier à l'outil et qu'on a en face de soi 40 entreprises, et qu'il faut distribuer à chaque entreprise une prestation, ça devient compliqué. Et là, il devient intéressant de réfléchir à un lot spécifique. Oui. C'est-à-dire un prestataire qui aurait en charge cette logistique de manière indépendante, autonome, sur toute la durée de l'opération. C'est ce qu'on va voir juste après sur les conditions de déploiement. Effectivement. Merci. David, je me tourne vers Icad. On a dit quelque chose d'intéressant qui était il faut penser la conception avant pour que ça puisse se réaliser. Vous avez expérimenté ça dans la filière bois, sur des façades, avec... je vous laisse décrire l'opération et puis surtout le processus qui a conduit à ça, en fait. Alors, effectivement, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, ce qui est très important, c'est au-delà des enjeux que j'avais évoqués tout à l'heure, c'est les enjeux, effectivement, de temps et de respect des délais pour nous en termes de livraison de nos bâtiments, et de gains économiques, parce que là, on se rend quand même compte que quand les chantiers sont organisés, il y a une réelle manne à aller chercher. Après, la question de la redistribution se pose encore aujourd'hui. Et c'est effectivement le mot-clé, je pense que vous l'avez dit plusieurs reprises, c'est anticipation. Et l'anticipation dans nos métiers, c'est un vrai enjeu et c'est assez compliqué à faire porter en fait, à date par les équipes de maîtrise d'œuvre de conception qui sont par définition plutôt des maîtrises d'œuvre de conception et un peu décorrélées en fait, du monde du chantier et de la réalisation et de l'exécution. Ce qui fait qu'encore déjà séparés, effectivement, on n'a pas forcément un optimum en termes d'organisation de chantier. Là, ce qui arrive quand même sur le marché actuellement, avec la notion de filière sèche, de préfabrication, ce qu'on appelle hors site, ça réintroduit en fait la problématique en plein donc, de la supply chain sur des macro-éléments. Et donc là, sur des éléments qui, pour le coup, sont absolument pas transportables à la main et donc nécessitent des moyens de levage conséquents et finalement réduisent drastiquement la coactivité sur chantier, ce qui est intéressant à de nombreux points de vue et surtout en période Covid. Donc là, le projet que je vais utiliser comme exemple, c'est notre projet donc, de la cartoucherie à Toulouse. C'est un projet qui a été dessiné par une agence autrichienne qui s'appelle l'agence Dietrich Untertrifaller et piloté en local par l'agence Seuil Architectes. Donc c'est une opération à Dives-Bois, donc une des opérations qui était issue du plan de relance autour des immeubles de grande hauteur en bois. Icad avait été lauréat donc, de ce projet sur la ZAC de la cartoucherie à Toulouse. Ce démonstrateur est un bâtiment représentatif en termes d'empreinte carbone de ce qui se fera en 2030. En gros, c'est un bâtiment lambda en 2030 et vous allez voir que c'est un bâtiment où pour qu'on arrive à standardiser ça d'ici 2030, il y a un petit peu de travail quand même. L'entreprise, en fait, donc la particularité de ce concours, c'est qu'on avait une entreprise dès le départ. L'entreprise, c'est Mètre Cube. Et le représentant local de ce groupement d'entreprises Mètre Cube, c'est le charpentier local qui s'appelle donc Pyrénées Charpente, basé du côté de Lourdes. L'entreprise étant partie prenante de la conception avec les équipes de maîtrise d'œuvre depuis le départ, et notamment le bureau d'études Terrel, ils ont co-conçu en fait, tous ensemble ce projet pour pousser au maximum l'industrialisation et valoriser en fait, le savoir-faire. Donc ça a cassé les codes de l'allotissement, on va le voir sur les photos suivantes. Aujourd'hui, finalement, la première question qu'on est amené à se poser quand on est une entreprise et qu'on veut mettre de la valeur ajoutée, c'est quel est le bon niveau de préfabrication. Alors ça peut aller de ce qu'on décrivait là, c'est-à-dire comment j'amène des matériaux sur chantier, parce qu'historiquement, tout est pensé pour être fait sur chantier. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le 2D, c'est-à-dire commencer à faire des éléments plans 2D avec différents niveaux de définition. Et puis l'extrême, c'est ce qu'on appelle le modulaire 3D, où là, on peut imaginer des modules entiers qui sont entièrement fabriqués.
quand on a une vraie répétitivité et qui peut pousser à de l'industrialisation massive. Là, on est sur un entre-deux, mais qui est déjà très poussé, donc on est sur du 2D, mais du 2D qui inclut l'ensemble d'une paroi, c'est-à-dire les éléments de parement, de pare-vapeur intérieur, toute la partie isolation et ossature, qui est une structure de type ossature bois non porteuse, vu qu'elle accroche une structure primaire, tous les éléments d'intégration de menuiserie et d'encadrement de baies, et tous les éléments de parement extérieur. Ce qui veut dire qu'en fait, sur cette opération, il n'y a pas eu d'échafaudage, il y a eu une fabrication intégrale en atelier de toute la façade que vous avez à l'écran. Vous la voyez d'ailleurs en cours de montage dans les ateliers. Vous voyez que ces façades arrivent sur des racks qui sont spécifiques pour justement protéger la haute valeur ajoutée de ces éléments. Et ensuite, ces éléments à haute valeur ajoutée sont pris donc, sur des palonniers spécifiques pour être mis en œuvre et attachés directement à la structure primaire. L'intérêt de tout ça, si vous voulez, c'est qu'on maîtrise totalement tous les enjeux qu'on a évoqués tout à l'heure. Quand c'est fabriqué sur une chaîne de production, dans un atelier, pour les compagnons, c'est déjà des conditions de travail qui sont bien meilleures. On retrouve ensuite tous les avantages aussi du tri qu'on va pouvoir faire sur une ligne de production, avec très peu de déchets. Comme tout a été imaginé et dessiné en BIM, on a une optimisation de la matière première. On a une centralisation des produits chez le charpentier qui assemble tout. On a moins de coactivité, on l'a dit, sur le chantier. On a des temps de pause qui sont très rapides, parce qu'on a des panneaux qui font à peu près une dizaine de mètres de long sur 3 mètres de pas d'étage. Donc en gros, chaque rotation d'une quarantaine de minutes, on lève en gros 30 mètres carrés de surface. Donc on est capable de lever des très importantes surfaces en une journée. Et en fait, on comprend bien que dans la conception, on sera à moindre impact vis-à-vis du nombre de camions qui a été évoqué tout à l'heure, vu qu'à chaque fois qu'on vient, on amène plusieurs corps d'état. Alors ce qui change beaucoup par contre, c'est que les quelques menuiseries qui se retrouvent dans des éléments de béton sont allotis de façon différente dans un lot qui lui est un lot de menuiserie extérieure, alors que là, une grande partie du lot de menuiserie finalement a été fait en atelier. Et là où il y a un point très important à comprendre, c'est qu'en fait, au-delà de toute la partie logistique, il y a un vrai problème dans le corpus normatif français d'assurance décennale, qui est que tout est pensé pour être assuré si c'est fait sur site. Et à partir du moment où on sort du domaine d'emploi et qu'on se retrouve à fabriquer hors site, on n'est plus du tout dans les clous de toute l'assurance décennale. Donc sur ce projet-là, au-delà de la validation, on va dire, de l'extension des domaines d'emploi qui étaient propres au sujet bois, dit autrement, on avait déjà des sujets à porter pour passer de bâtiments en bois qui étaient validés à 9 ou 8 mètres de haut à des bâtiments R+10. Dans la réflexion a aussi été intégré qu'est-ce qui se passe, cette menuiserie que vous mettez en œuvre à Lourdes et que vous ramenez à Toulouse, qu'est-ce qui se passe sur ce parement de chez Terreal que vous accrochez dans un atelier à une certaine distance et que vous allez transporter avec des vibrations et que vous allez finir par lever et accrocher à la structure. Toutes ces questions-là se posent et toutes ces questions-là ont été vues, donc avec le bureau de contrôle Socotec, anticipées, débattues, arbitrées pour que derrière on puisse avoir une assurance décennale qui fonctionne. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'enjeu logistique lié demain à la préfabrication amènera aussi toute une réflexion sur les notions de garantie EPRS avec des acteurs peut-être intermédiaires dans la chaîne de valeur, des ensembliers qui vont produire des choses et d'autres qui vont simplement les assembler sur site, notamment des grandes entreprises générales qui préféreront peut-être faire préfabriquer certains éléments et les faire préassembler pour les acheter préassemblés. Donc de nouvelles distributions de responsabilité dans la chaîne de valeur. Et puis des acteurs intermédiaires aussi, peut-être, qui sont les fournisseurs aujourd'hui, qui vont peut-être vouloir se positionner sur ces ensembles préfabriqués avec tout ou partie de leurs produits. Donc ça, c'est vraiment une révolution qui se présente devant nous. Et tout ça en lien, comme je le disais, avec le BIM, parce que la complexité technique d'un projet C2 carbone E3, c'est vraiment d'arriver à intégrer tout ça en conception le plus en amont possible pour obtenir un résultat économiquement viable. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci David. Bel exemple. Très complet. Merci beaucoup. Alors, Jérôme, on a dit beaucoup de choses. Est-ce que tu arrives à nous resynthétiser un petit peu tout ça ? Il y a des choses qui ont été dites, donc je passerai vite dessus. Et il y en a d'autres, en revanche, qui n'ont pas été évoquées. Et je vois que sur ce schéma, on n'a pas la construction hors site qui apparaît de manière claire, alors que l'on l'a bien dans l'esprit, mais elle n'y est pas. Donc c'est vraiment un élément important. Moi, sur ce schéma-là, ce que je voulais représenter, c'est qu'on a aujourd'hui devant nous, finalement, différents morceaux d'un puzzle. C'est-à-dire que ça bouge dans le monde du bâtiment, ça bouge des initiatives diverses et variées, mais on n'a pas encore forcément, et on verra ça dans la séquence suivante de comment on fait avancer les choses, on n'a pas forcément tous les morceaux qui sont ensemble et globalisés. Alors, si je pars... je vais le mettre dans le sens normal. On a évoqué, Julien a évoqué tout à l'heure le côté planning, qui est souvent un prérequis pour que les produits soient réfléchis en fonction du planning de construction et arrivent
au bon moment, au bon endroit, etc. Donc ça, c'est bon. Et les méthodes Lean ont été évoquées aussi. Je ne reviendrai pas sur la visite du chantier Hayat, qui est une visite que j'avais faite il y a 4-5 ans maintenant, alors qu'on avait un projet primé par la CARSAT. En revanche, je peux vous dire un mot sur ce qui se passe à Londres, qui est quand même un élément de référence, puisque depuis 2005, on a autour du Grand Londres une douzaine de plateformes qui sont mises en place et qui fonctionnent de manière intégrée pour tous les grands projets qui rentrent dans Londres. Donc ça, c'est un élément important qu'on peut avoir en tête. J'aurais pu rajouter aussi, mais j'y vais demain, c'est l'expérience du centre de consolidation à Bruxelles, qui existe depuis 3 ans et qui fait un bilan sur un centre de consolidation qui est au bord de l'eau, donc qui utilise aussi le fluvial. Donc ça va être intéressant de regarder ce qui se passe ailleurs sur le sujet. On n'a pas en revanche évoqué du tout le côté régulation du trafic, oui. Puisque on a quelques expérimentations très, très fortes, très mûres à ce sujet, notamment autour de la gare Lyon-Pardieu, où a été mis en place autour de Timothy et d'un système qu'on appelle Réguli, toute une régulation du trafic. C'est-à-dire on n'a pas juste un homme trafic qui dit au camion qu'est-ce qui se passe, mais on a tout des aires d'attente physiques et puis un système d'information qui canalise tous les éléments. Donc il y a un volet digital là, très important. Un peu comme une tour de contrôle sur un aéroport en fait. Absolument, c'est une tour de contrôle pour la circulation des véhicules arrivant de l'extérieur. De la circulation pour ne pas impacter. Pour ne pas impacter, exactement. Tout à fait. Et on a pu le voir aussi à Versailles Chantier. On le verra bientôt, puisque c'est le même système qui va être mis en place autour du village des athlètes, puisque la Solideo a choisi cette solution pour réguler le trafic. Ensuite, sur le côté livraison à pied d'œuvre, on a bien parlé des kits. Et puis le moyen mutualisé, donc je ne reviendrai pas dessus. Le kit logement, là, juste, c'est le kit logement qui passe bien ça, dans l'ascenseur, finalement. Absolument, sur un rôle où ça rentre, c'est bien, aux bonnes dimensions, exactement. Bonne dimension, bon poids, ouais. En revanche, on a moins parlé sur l'aspect déchets. Et là, ce que je mettrai en évidence, c'est 2 ou 3 expériences, comme ce qui a été initié par Bordeaux Euratlantique, donc la plateforme Noé, donc qui a comme activité principale de consolider des déchets qui viennent de l'ensemble des chantiers de cette zone et qui sert aussi comme centre de service pour les artisans, de parking, de location de matériel, etc. Donc c'est un centre qui a été créé pour 9 ans sur un terrain mis à disposition par l'aménageur. D'accord. En dessous, on a la plateforme du réemploi à Saint-Ouen, opérée par Cycle Up, qui là est une plateforme temporaire. C'est-à-dire qu'on a une grande tente, une structure rigide, où il y a 1000 mètres carrés, où sont consolidés des matériaux de réemploi qui peuvent être achetés par les artisans localement. Et je ne voudrais pas oublier une autre expérience qui est très intéressante, c'est celle de Möbius, qui elle a un atelier spécialisé sur la réutilisation des faux planchers. Voilà. D'accord. Tout à fait. Merci. Alors pour quel résultat, Jérôme? Sur quel résultat veux-tu faire le focus? Alors sur quel résultat? Je dirais qu'on a évoqué un peu des ordres de grandeur. Moi, ce qui me semble important, c'est de se dire qu'on est avec des ambitions qui sont conjointes sur un plan environnemental et sur un plan économique. Et le fait de pouvoir travailler sur une véritable efficacité avec une rentabilité économique va permettre de faire perdurer les mesures à impact environnemental que l'on va pouvoir observer tant dans la régulation des camions, la valorisation des déchets, etc. Donc c'est le fait qu'on ait ces 2 éléments conjoints qui sont un élément fort des approches et des convictions que nous partageons. Merci. Merci Jérôme. Tu as beaucoup employé, on va passer maintenant à la question du déploiement, du comment on y va. Je vois 2 éléments importants. Tu as beaucoup employé le terme expérience. Donc il y a une vraie question sur, on voit qu'il y a des expérimentations qui sont faites, qui donnent des résultats. La question qui se pose, c'est comment on passe à quelque chose de plus global, de plus structuré, de plus systématique. Ça, c'est une vraie question, comment on passe de l'expérimentation à ça. Et la deuxième question, tu as abordé Londres et Bruxelles, et j'ai envie de dire, aujourd'hui, avec les ZFE, la loi a été votée, on a des ZFE qui se mettent en route, on a déjà dès 2024 des interdictions de véhicules utilitaires
diesel dans les villes, même Paris, Lyon. Donc Paris n'est pas Londres encore, Paris n'est pas Bruxelles qui a mis en place, mais globalement aujourd'hui la question c'est comment on passe à une échelle plus grande et surtout j'ai envie de dire comment demain c'est-à-dire le 1er janvier 2024, on livre un chantier dans Paris. Alors qui veut se lancer? Olivier pour Saint-Gobain peut-être? Oui, alors je vais parler plus particulièrement d'un mode de livraison qui est assez peu utilisé aujourd'hui et qu'on souhaite fortement pousser, qui est le mode fluvial. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des véhicules propres, véhicules à gaz pour la livraison des chantiers dans Paris. Évidemment, tous les chantiers ne sont pas à côté du fleuve, donc on a toujours le dernier kilomètre à parcourir, sauf dans le cas où on est vraiment... Il y a un chantier dans Paris actuellement au 36 quai des Orfèvres qui est au-dessus de la Seine, mais ils sont assez rares. Donc en fait, la logistique fluviale se combine avec de la logistique routière pour les chantiers urbains. Sur l'Île-de-France et sur Paris en particulier, on est particulièrement bien... Non, on peut rester juste un petit peu en arrière. On est particulièrement bien implanté avec Point P d'une part, et puis je parlerai de Weber ensuite, donc plus d'un site industriel et des sites de distribution, avec des agences qui ont vocation à s'ancrer dans le paysage urbain. C'est pour ça qu'on a fait les photos des deux agences qui sont situées à l'ouest de Paris, à Javel et Point-du-Jour, sont en architecture bois le soir à 17h, quand l'agence ferme. On ne voit plus qu'une coque en bois qui est plutôt esthétique, et le quai est entièrement rendu aux Parisiens, où ils peuvent circuler, y compris dans les zones où, pendant la journée, circulent des chariots élévateurs. Donc on voit bien qu'on peut approcher les matériaux au plus près des chantiers dans la ville et avoir des activités dans la journée qui permettent de faire ces chantiers, et en même temps que ça ne nuise pas à la vie de Jérôme dans son quartier. Voilà. Alors, on va effectivement passer à la diapositive suivante. Donc, nos implantations, donc, ce que je vous ai montré sur la diapositive précédente, c'était les implantations, les agences de matériaux sur lesquelles, au départ desquelles sont livrés les chantiers. Et pour alimenter ces agences, on a un point de départ où on peut massifier et envoyer par péniche les matériaux vers les agences. Et ces deux sites sont d'une part à Alfortville, où on a une très grosse agence, même un hub d'agences des différents métiers de distribution du groupe, que ce soit pour les bois panneaux, pour les canalisations, l'adduction, ou pour le matériau de gros œuvres ou même de carrelage. Et on a un quai qui nous permet de faire partir des péniches avec un flux. Toutes les semaines, on a une péniche qui passe par ce point pour déposer des parpaings, des mortiers, des agrégats qu'on approvisionne depuis Montereau, et qui peut recharger des matériaux destinés aux agences de bord de Seine ou aux chantiers de bord de Seine. L'autre site très important pour nous, on a un site sur le port de Bonneuil, et on travaille beaucoup en relation avec Aropa, Port de Paris, avec VNF, donc, qui supervise les voies navigables et le trafic fluvial. Donc on souhaite développer les flux. Le site de Weber, c'est à la fois une usine de production de mortiers industriels qui s'approvisionne de tous les agrégats par voie fluviale. Donc on a les sables, les graviers, etc., qui sont approvisionnés par voie fluviale pour la fabrication des mortiers qui seront utilisés par les chantiers de gros œuvres de l'Île-de-France. Et là encore, on a une fois par semaine une péniche qui part et qui peut aller servir des agences ou des chantiers en bord de Seine. Suivante. Donc, voilà où se situent les sites de Weber en jaune et d'Alfortville. Et on voit qu'on a un certain nombre de points de dépose à travers, le long de la Seine, où on peut, et des rotations régulières qui nous permettent de déposer et puis ensuite d'assurer la logistique du dernier kilomètre avec des véhicules propres. Et je vais prendre pour terminer un exemple très concret et d'actualité, qui est le chantier du village des athlètes, sur lequel plusieurs personnes de cette table ronde sont concernées et intéressées. Le village des athlètes, c'est vraiment l'exemple type sur les bords de la Seine, en partie sur une île, l'île Saint-Denis, et en partie sur les communes de Saint-Denis et Saint-Ouen.
La partie évacuation des terres d'excavation a été faite avec du fluvial. Ça faisait partie du cahier des charges de la Société de livraison des ouvrages des Jeux Olympiques. Et pour l'approvisionnement, alors j'ai mis à titre indicatif les temps en livraison en camion. Ça, c'était avant. C'était avant que les chantiers ne commencent. Aujourd'hui, ces temps en camion, si on part des différents sites, ils ont doublé, triplé, voire c'est totalement bloqué. Il y a une telle concentration de chantiers qu'on voit bien que même si on a un réseau d'agences, et si les différents distributeurs ont des agences de proximité, la concentration, le nombre de camions, le nombre de chantiers, il y a 40 grues sur l'ensemble des chantiers, font que si on ne déleste pas le routier avec du fluvial, ça ne passera pas. Et donc, on est en train de travailler pour avoir sur le quai du port de Saint-Denis et sur l'île Saint-Denis une possibilité de décharger et de livrer directement les chantiers, ce qui n'est pas sans créer de nouveaux flux, puisque ce n'est pas du tout la même chose d'arriver avec une péniche dans laquelle j'ai des produits pour pas mal de gens qui doivent retrouver leurs petits. Ce n'est pas du tout la même chose que de partir avec un bon de livraison, un camion, d'aller le donner, d'avoir la réception et c'est fini. Là, il y a tout un process à mettre en place qui va nécessiter une collaboration forte avec les entreprises générales et avec les preneurs des lots pour que ça fonctionne. Et ça fonctionnera. Très bien. Merci pour cette belle ambition. Paris 2024, donc. Très bien. Alors, déploiement, je vais redonner la parole à Jean-Michel pour voir comment vous mobilisez un peu les acteurs sur le chantier et comment vous mobilisez aussi les maîtres d'ouvrage, donc dans le cadre des chantiers à l'OTI. Donc, comme je vous le disais au début, on est à peu près 2000 personnes ou agents au niveau de la sécurité sociale au sein de l'assurance maladie risque pro, avec des ingénieurs issus pour ceux qui suivent le BTP, justement d'entreprise générale, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, architecte, chef d'entreprise. Donc voilà, des compétences et une expertise de terrain. On a constaté, on a audité depuis 2-3 ans maintenant environ 2500 opérations, logements collectifs, individuels, industriels, de tout type, pour évaluer le contenu des dossiers de consultation des entreprises et voir si on retrouvait dans ces dossiers de consultation les éléments, les prérequis à une logistique. Est-ce qu'il y a bien un lot à qui on a attribué la réalisation de la zone de stockage, sa maintenance et la possibilité de rouler des charges jusqu'au bâtiment? Est-ce qu'on a bien identifié dans le DCE la mise en service anticipée de l'ascenseur au lot ascensoriste, par exemple? Voilà, un certain nombre de points. On a constaté qu'il y avait des écueils, inévitablement, puisque c'était justement suite à des analyses d'accidents qu'on avait identifié ces difficultés. Au regard de ces diagnostics, on est allé voir les principaux donneurs d'ordre, comme promoteurs, donc en travaillant avec les fédérations de la promotion immobilière, l'Union sociale de l'habitat, toutes les organisations professionnelles, et puis en leur proposant de les accompagner sur des opérations à venir pour travailler avec eux sur cette amélioration des dossiers de consultation d'entreprise, en leur rappelant qu'ils avaient des obligations, les maîtres d'ouvrage. Souvent, ils méconnaissent un petit peu cette responsabilité qu'ils ont d'organiser, ou tout au moins de s'entourer des compétences pour organiser les chantiers. C'est le cas, par exemple, pour les coordonnateurs en santé-sécurité, dont c'est la mission essentielle, c'est le conseil du maître d'ouvrage. Le constat, c'est qu'il est souvent absent de la phase de conception, alors que son rôle essentiel est là. Et donc, on essaye de rappeler au maître d'ouvrage que ce conseil, il le paye, donc autant qu'il soit présent le plus en amont possible pour lui donner les bons conseils. Et comme tout conseil se paye au bon prix. Voilà. Comme tout bon conseil se paye, il faut effectivement revoir notablement la valeur de cette mission de coordination qui est sous-évaluée à l'heure actuelle, et on en paye les conséquences. Parce que du coup, les dossiers de consultation ne bénéficient pas des conseils de cet acteur. Donc il faut vraiment travailler sur ce sujet-là, parce que nous, en gros, là, on pallie pour partie à cette carence, enfin, on la constate, et on pallie en allant travailler avec les promoteurs sur ces pièces marchées. Alors je parle des chantiers à l'OTI, toujours le sujet qui nous préoccupe, parce qu'on, faute de coordination adéquate, on transfère au maître d'œuvre cette responsabilité.
qu'il avait laissé en 1994 lorsqu'on a créé la mission de coordination. Donc il récupère ça, mais il n'est ni payé pour. Et donc forcément la prestation elle n'est pas réalisée correctement. Et donc on travaille avec ces différents acteurs pour réintégrer dans les pièces marché ces éléments. On constate à mi-parcours déjà là que lorsque dans les pièces marché on a les prérequis qui sont déjà écrits, formalisés, on a 2 fois plus de chances de retrouver ces éléments présents sur le chantier que lorsqu'ils ne sont pas écrits. Donc première étape, il faut déjà écrire dans le marché les moyens mis à disposition par le maître d'ouvrage pour pouvoir déplacer les personnes et les charges de manière mutualisée. Très bien. Je crois qu'au niveau des entreprises aussi, vous avez des mécanismes incitatifs que vous mettez en place d'accompagnement. Oui, tout à fait. Nous avons annuellement un budget voté par les partenaires sociaux qui sont nos administrateurs, les organisations syndicales employeurs salariés, qui administrent la sécurité sociale. Et donc un budget voté de 100 millions d'euros à peu près annuellement pour accompagner les entreprises sur justement des investissements matériels, facilitant les manutentions, puisque c'est le cœur du sujet, mais nous accompagnons également les maîtres d'ouvrage dans l'élaboration et la réflexion amont en travaillant, en accompagnant des consultants lean tels que IMA ou des homologues pour travailler sur cette phase d'analyse du besoin en amont pour mettre en adéquation le moyen qui va bien dans les pièces marché ensuite. Donc nous déployons effectivement ces moyens financiers auprès des TPE essentiellement, mais pas que. Ok. En fait, on a beaucoup parlé là du lot zéro. Alors, je me retourne vers David. En fait, ce lot zéro dont on parle beaucoup, est-ce que vous l'avez expérimenté? Qu'est-ce que vous pouvez en dire, en fait, vous? Alors, ce qu'on peut en dire, c'est comme je disais tout à l'heure, nous, ça va vraiment dépendre des typologies en fait, d'opérations. Donc, sur les opérations de l'entreprise générale, comme ça a été bien expliqué, c'est l'entreprise générale en fait, qui garde l'organisation générale sur nos gros projets type JO, par exemple, ou type tertiaire. Sur les corps d'État séparés, aujourd'hui, ce qu'il faut, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, par exemple, par rapport à la mission de coordination SPS, au même titre qu'on a besoin de gérer toutes les problématiques normatives, on a le même pendant sur nos obligations réglementaires, notamment vis-à-vis de la sécurité, avec la conception dès l'amont de la sécurité sur les chantiers avec le SPS. Chez ICAD, on a mis en place en fait, des contrats cadres, c'est-à-dire qu'on a au national des contrats cadres sur les missions qui sont vraiment ces missions importantes de SPS et de contrôle technique, ce qui nous a permis en fait, d'auditer sur des critères qui sont des missions type, pour qu'on n'ait pas finalement une disparité de pratiques au niveau national, et qu'on retrouve aussi des gens qu'on a pu qualifier en termes de niveau de compétences et d'apport avec des missions standardisées donc, dès le départ des opérations. Donc c'est vrai que sur la majorité de ce qu'on fait en région, on est bien évidemment en lot séparé. Il n'empêche que de par notre organisation et notre système aussi de management basé sur le NF Habitat, on a tout au fil de nos opérations l'intégration de ces recommandations et notamment ce qui était évoqué par exemple sur la mise à disposition des ascenseurs. Aujourd'hui, on a encore des disparités dans le fonctionnement, mais sur une région comme l'Île-de-France, c'est 100% des opérations qui intègrent ces mises à disposition anticipées. Donc, après, comme c'était très bien expliqué tout à l'heure par rapport à la logistique de chantier, chaque projet est un cas particulier. Et donc, pour nous, l'intérêt, c'est d'avoir les bonnes compétences autour de la table au départ d'une opération pour concevoir l'opération en fonction de ses contraintes propres, parce que, suivant tout ce qui a été évoqué comme contrainte externe, et ensuite comme contrainte, on va dire, qu'on se donne nous aussi en tant que maître d'ouvrage, eh bien, on n'aura pas une réponse unique, bien évidemment. Le slide qui est à l'écran est un slide qui rebondit sur la problématique que j'évoquais tout à l'heure, d'externaliser en fait, des fonctions qui sont pensées au départ pour être faites sur chantier. On peut se heurter à deux types de problèmes, des non-conformités réglementaires et des problématiques aussi de conformité assurantielle vis-à-vis du corpus décennal. Et encore une fois, le maître mot, je pense, c'est l'anticipation, parce qu'on le voit à travers notamment des grands projets comme les JO qui font avancer très vite des sujets réglementaires, des sujets normatifs. Ça a un coût, mais ça nécessite surtout du temps, en fait. Et s'il y a bien une chose sur laquelle on ne peut pas trop jouer, c'est quand même la notion de temps. Et donc c'est vrai que pour tout ce qui relève du domaine de l'innovation au sens large, y compris toute la partie logistique, bien évidemment, il faut qu'on arrive à intégrer, avant le dépôt de permis, finalement, dès la genèse d'un projet, quelles sont toutes les contraintes qu'on va avoir
pour avoir ensuite le temps de développer des partenariats avec des industriels, comme ça a été évoqué, des choix d'allotissement différents avec des entreprises générales ou en macro-lot, pour bâtir en fait une stratégie qui est globale, qui est holistique pour l'ensemble des problématiques qu'on évoque. Voilà ce que je peux vous dire au quotidien, ce qu'on essaye de mettre en place. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais revenir, je vais me tourner vers Julien. Donc, j'ai entendu dire que Bouygues déployait avec une belle ambition cette démarche logistique, supply chain, d'implémentation au niveau du groupe. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur comment ça se déploie et quel curseur en fait ça fait bouger? Parce qu'on se rend compte que pas mal de curseurs vont être affectés dans l'organisation, dans la répartition des rôles. Alors déjà, je pense qu'il faut remettre un peu l'église au milieu du village. Les chantiers, aujourd'hui, ils avaient déjà une organisation logistique. Ils n'ont pas attendu 2021 pour se dire, tiens, il faut penser à nos approvisionnements. Et on était notamment assez fort en approvisionnement gros œuvres, avec des chefs de chantier qui sont hyper au point. Mais force est de constater que quand j'ai commencé à parler avec des copains de Renault ou d'Amazon, bon, c'était pas le même niveau logistique pour la phase corps d'État. Et on s'est dit qu'il ne fallait pas réinventer l'eau chaude et qu'on a voulu aller voir d'autres industries et voir comment c'était fait aujourd'hui chez les spécialistes du supply chain management. Quand on a fait ça, on s'est entouré de conseils et on en a sorti ces 5 grands principes qui sont clés, qui sont aujourd'hui pour nous des règles un peu d'or sur la logistique. Le premier sujet, c'est qu'en fait, la logistique, c'est un métier. On ne prend pas quelqu'un comme ça au hasard et on lui dit tiens, organise la logistique d'un chantier. Ben non, malheureusement ça ne marche pas et donc il faut incarner cette fonction. Et on a besoin d'avoir des référents. On me dit qu'on avait des référents méthode, des référents planning. Aujourd'hui, on a des référents logistiques qui sont présents dans nos unités opérationnelles et qui savent structurer les études logistiques, à qui on a donné des outils, que ce soit digitaux, méthodologiques, des moyens. Et donc ils sont en mesure, avant que le chantier commence, en phase vraiment, même en pro ou bien avant, de réfléchir à ce sujet. On l'a dit, répété, le nerf de la guerre, c'est le planning. Le planning, c'est un incontournable, que ce soit en études, mais aussi en exécution. Et il faut absolument, pour qu'on atteigne ces objectifs d'industrialisation, ces objectifs de logistique, qu'ils soient pilotés de l'amont jusqu'au day-to-day sur chantier. J'insisterai encore une fois, même quand on est entreprise générale, on a plein de partenaires. Et c'est essentiel d'emmener tous nos partenaires avec nous. Alors la grosse différence entre Renault, par exemple, pour ne pas les citer, et nous, c'est que nous, on travaille avec pas 4, 5, 6 fournisseurs récurrents pour la majorité des pièces, mais une myriade de fournisseurs, une myriade de sous-traitants qu'il faut tous emmener. Alors, ils ont beaucoup de sous-traitants aussi, il ne faut pas s'estimer, mais très locaux, qu'il faut reconvaincre, à qui il faut expliquer tout le discours qu'on a fait au départ, c'est un investissement, c'est pas qu'un coup. Donc embarquer nos partenaires, c'est important. Créer de la relation partenariale avec eux pour que l'investissement qu'on fait crée une richesse partagée. Et enfin, dans mes équipes, ils ont mis quasiment une affiche de Lord Kelvin en disant ce qu'on ne mesure pas, on ne l'améliore pas. C'était une maxime de ce brave homme. On mesure, il faut mesurer, voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, où est-ce qu'on va avoir des indicateurs de performance, qu'est-ce qu'on améliore, comment on fonctionne. Donc ça, c'est nos fondamentaux de déploiement. Quand on a commencé ça, rien que ça, c'est du changement. D'accord, donc là vous êtes dans cette période d'initiation avec des premières réalisations. Est-ce qu'après vous avez une roadmap pour tenter un peu ce chemin-là? Parce que j'imagine qu'on ne fait pas tout d'un coup du jour au lendemain. On a dépassé l'initialisation parce qu'aujourd'hui on a un comité logistique qui fonctionne chez nous, on a des gens qui sont présents. Au contraire, ça commence à accélérer, c'est ça qui est sympa, c'est que ça accélère tellement vite qu'on commence à courir derrière, donc c'est une bonne chose. La roadmap, dans les grandes lignes, on a commencé par expliquer qu'il fallait mutualiser à l'intérieur d'un chantier, mutualiser les lots à l'intérieur d'un chantier. La deuxième étape, c'était de dire, mais en fait, quand vous êtes une unité opérationnelle présente dans une région, il faut mutualiser les chantiers. Et donc, deuxième franchissement de la mutualisation. Ça, on est en plein dedans. Comment on va créer des plateformes multi-chantiers et tout ça. Et alors, la troisième étape, celle à laquelle je crois et qui va rejoindre l'industrialisation, c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans, c'est de dire, mais en fait, la logistique, elle doit être intégrée à la conception. Demain, la logistique, c'est plus une question qu'on se pose en pro, c'est une question qui a été intégrée quand on a conçu l'ouvrage. Step by step, il y a du changement à faire. On n'emmène pas du jour au lendemain l'entreprise vers, et la société et nos partenaires vers la logistique qui est intégrée en conception. Il faut y aller par étapes.
Merci. Merci. Mais du coup, je rebondis sur ce que tu dis. On voit que tu décris un bel écosystème, en fait, qui est nécessaire et qui doit évoluer. Et j'ai envie de me tourner vers Jérôme, qui est un peu notre sage, en fait. Voilà, qu'est-ce qu'il faut pour que ces pratiques, qu'est-ce qu'il faut comme écosystème, qu'est-ce qu'il faut pour que ces pratiques s'intègrent dans un ensemble cohérent, en fait. Ouais, je pense que Julien a évoqué plusieurs sujets majeurs là. Moi, je reprendrai le terme d'anticipation qui a été évoqué plusieurs fois. N'oublions pas, il ne s'agit pas de regarder les flux comment on va organiser le flux des camions quand ils sont arrivés sur le chantier. C'est très clair. Et même si on se dit, comme M. Jourdain, on a toujours fait de la logistique à sa manière, c'est une réalité, puisque ça fonctionne, les produits arrivent. Mais si on veut franchir différentes étapes, et c'est intéressant de voir les différentes étapes de maturation qu'on peut avoir sur ces projets, il s'agit d'anticiper, et anticiper le plus possible. Donc ici, on voit sur le schéma que vous avez devant vous les principaux acteurs qui s'enchaînent les uns après les autres. Et c'est dès l'intervention des collectivités ou, je pense aux aménageurs en particulier, aux promoteurs, aux bailleurs sociaux, qui ont la main pour prendre des orientations qui vont pouvoir s'appliquer sur tout le déroulement. Et les orientations, c'est quoi? On évoquait, c'est des choix de conception hors site, c'est un mode de transport pour les déchets, c'est l'utilisation ou pas de plateformes, etc. Donc il y a toute une série de décisions, c'est l'utilisation de kitting, voilà, c'est toute une série de décisions qui peuvent être anticipées avant les études. Et ça peut prendre différentes formes. En tout cas, ça demande, ce que disait bien Julien, une compétence logistique qui n'est pas aujourd'hui le plus répandu dans le monde du bâtiment, mais qui s'accélère et vraiment est en train de prendre corps à travers d'ailleurs des universités ou des écoles qui font progresser ça. Ça peut se traduire sous la forme différente. On a parlé du lot zéro, ça peut être une charte logistique, ça peut être un règlement interchantier. En tout cas, c'est l'idée qui est quelque chose d'écrit, je retiens l'idée, quelque chose d'écrit qui soit partagé, communiqué, qui se traduise derrière par un engagement de tous les acteurs qui sont ensuite sur le chantier, depuis les études jusqu'aux corps d'État différents qui vont arriver. D'accord. Moi, j'ai envie de dire il y a une partie, on a un peu abordé avec Paris 2024, en fait, si on se focalise sur les axes, sur les grandes zones, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire? Si on est sur une grande zone, tout à fait. Si on est sur une ZAC, on va être en multi-chantier. Alors, je reprendrai encore le schéma de Julien qui montrait ça, mais c'est effectivement, on n'est pas juste sur un chantier avec un appel d'offres, un maître d'ouvrage. On peut être, je reprends les exemples qu'on évoquait nous tout à l'heure, qui sont des chantiers où il va y avoir 4-5 maîtres d'ouvrage. Et donc forcément, chacun va avoir ses consultations. Donc il faut que, si on a un aménageur, que l'aménageur ait défini à son niveau la charte ou le lot zéro qui va s'appliquer à tout le monde, en amont. Voilà. D'accord. Bien, débat riche, hein. On pourrait continuer comme ça pendant des heures. Malheureusement, ou heureusement pour nos auditeurs, il faut conclure en fait. J'ai envie de vous demander, là on a 10-15 minutes pour conclure. J'ai envie de vous demander un mot, 2 mots. Vous avez 2 minutes chacun et vous pouvez vous interpeller, j'ai envie de dire, à la fois pour conclure sur ce qu'on vient de dire, mais surtout poser une perspective, parce que voilà, on a tourné autour de la logistique, on sent bien que seul il y a quelque chose qui n'est pas suffisant et qu'il faut aller au-delà. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, un mot de conclusion, un mot de perspective. Comment on termine cette émission, j'ai envie de dire, en donnant envie et en posant la logistique dans ce qu'elle est. Jean-Michel, peut-être un mot pour la CARSAT. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, l'approche logistique nécessite des compétences. Ça fait une quinzaine d'années à peu près qu'on constate les carences de la logistique et les effets néfastes sur la santé des salariés sur le terrain. L'avantage que l'on a là, c'est que
elle va s'imposer d'elle-même, puisque la pression foncière, l'arrivée des zones à faible émission, le manque d'effectifs dans le BTP vont faire qu'il va falloir de toute façon modifier les façons de construire en optimisant les flux, en améliorant la distribution des personnes et des matériaux, donc en supprimant toute cette valeur ajoutée, non-valeur ajoutée, qui est nocive pour les salariés sur leur santé. Donc moi je suis plutôt optimiste parce que du coup ces contraintes nouvelles vont améliorer les conditions de travail des gars sur le terrain. Est-ce que la contrainte serait mère de performance? Je pense, oui. En tout cas, elle amène des opportunités qu'il faut saisir. David, vous nous avez parlé tout à l'heure de cette opération à Toulouse assez emblématique. Comment vous voyez le développement de ces nouvelles filières ou de ces nouvelles approches de l'acte de construire? Comme ça a été dit, en fait, il y a tellement de contraintes aujourd'hui qu'il faudra qu'on trouve des nouvelles solutions. Ces nouvelles solutions, nous, on est en train de les amener à travers une approche holistique des problèmes, notamment avec l'arrivée du BIM dans nos métiers, de façon généralisée. J'ai envie de dire, on a besoin de former les gens sur beaucoup de choses dans les années qui viennent. Le sujet, on va dire là, de la logistique est partie intégrante de toutes les problématiques qu'on doit faire évoluer. Tout notre écosystème doit prendre conscience en fait, de ces sujets-là. Je suis assez enthousiaste en fait parce qu'on est dans une période charnière, ça a été souligné. Il y a quand même beaucoup d'acteurs qui nous permettent de capitaliser et je pense que ce qui est important c'est de mettre en place, c'est ce que nous faisons au sein de la direction technique nationale et RSE d'ICAD, c'est de capitaliser les rétextes comme ils peuvent être faits sur des projets emblématiques pour ensuite diffuser ça dans l'ensemble de nos opérations et standardiser nos pratiques parce qu'on ne fera pas la bascule d'un seul coup, il y a énormément d'interactions avec tous nos partenaires, entreprises, élus, aménageurs, etc. Et il faut vraiment faire de l'information sur toute la chaîne de valeur pour faire monter tout le monde en compétences. D'accord. Vous avez parlé beaucoup de préfabrication. Vous pensez que c'est un élément important dans... Oui, alors pour moi, la préfabrication est un des éléments clés de la valeur ajoutée aussi sur les chantiers et aussi par rapport à tout ce qu'on disait sur le manque de personnel aujourd'hui. Ça amènera de la robotisation, c'est déjà le cas beaucoup dans le milieu du bois. Ça amènera aussi, avec l'arrivée du numérique, la meilleure performance en fait, des matériaux et moins de chutes et moins de problématiques de calpinage qu'on ne fait pas aujourd'hui. Le kitting va amener aussi à moins de vols sur les chantiers, à avoir des choses qui arrivent en temps, qui sont mises en œuvre exactement comme ils doivent l'être, etc. Donc on a beaucoup de signaux faibles en fait, qui font qu'on sent qu'on est dans la bonne direction. Maintenant, la question qui se pose à nous, là on est un peu tous des spécialistes du sujet, c'est comment finalement tout l'écosystème va s'approprier ces nouveaux sujets et va monter à bord de ces problématiques. Mais là où je rejoins, c'est que si ce n'est pas pris en conception, ça sera très très difficile de l'intégrer en aval. D'accord, merci. Julien, conception modulaire, industrialisation en amont, BIM, digitalisation, c'est des mots qui te parlent Alors moi, industrialisation, construction en site, bon, j'y pense pas qu'en me rasant. Hein, je me rase pas. Mais aussi en travail. Nous c'est clairement... en fait, on n'a pas fait de la logistique pour faire de la logistique. On a travaillé la logistique parce que c'est parti d'un constat tout simple. C'est quand un jour, je suis arrivé sur un chantier, ils avaient mis une salle de bain préfabriquée qu'ils avaient déplacée 5 fois avant de la mettre à la position définitive. J'ai fait, mais en fait, si on ne règle pas ce problème avant, on ne pourra rien faire. Donc la logistique, c'est un moyen, c'est un enabler. Nous, notre objectif, c'est de construire autrement. Parce qu'on l'a dit, il y a des pressions, il y a la ZFE, mais au-delà de ça, il y a tout l'impact environnemental de notre travail. Construire plus avec moins, construire autrement, c'est vraiment notre leitmotiv aujourd'hui, c'est pour ça qu'on bosse là-dessus. Et donc aujourd'hui, c'est nous, tout le travail qu'on fait, c'est l'ingénierie système, c'est le travail qu'on mène avec Dassault aujourd'hui pour repenser la façon de concevoir et de construire. Donc j'y crois à 200% et encore une fois, on est dans une transformation, c'est une charnière et on est là pour accompagner cette transformation et pour surtout qu'elle se répercute. Merci. Très bien. Olivier, ta vision prospective? Je suis très content d'enchaîner après Julien, puisque en fait, je suis tout à fait d'accord avec le constat qu'on est à une période charnière, avec la ZFE, l'économie circulaire, enfin, toutes ces nouvelles contraintes ou aides pour changer. La logistique, j'ai envie de dire, ça ne s'improvise pas, ça s'organise et ça s'anticipe.
Sinon, on va faire comme d'habitude. Et si on dit l'intendance suivra, elle suivra en peinant et elle suivra comme elle a toujours fait, c'est-à-dire mal par rapport aux nouveaux critères d'évaluation. Oui, le général s'était un peu trompé là-dessus, c'est ça? Pardon? Le général s'était un peu trompé. Voilà. Il a dit de bonnes choses. Mais Bon. Et donc, ça veut dire que promoteurs, entreprises générales, sous-traitants des entreprises générales, distributeurs, industriels, on doit apprendre à travailler ensemble et en anticipant un peu. Moi, c'est ce que j'appelle de mes voeux. C'est anticiper plus, c'est pas ne pas se retrouver au dernier moment à ajuster les bidons comme on peut. Et voilà, on a des très beaux chantiers devant nous en Île-de-France et ailleurs, et c'est vraiment l'occasion de changer cette habitude de voilà, on le traitera quand on aura à le traiter, plutôt que de dire on l'anticipe pour que ça se passe bien. Merci. Alors on va terminer, enfin non, on va pas terminer, parce que nous on va conclure, Nicolas, après, mais Jérôme, notre sage, voilà, quand on a préparé, en fait, toi, tu avais vraiment une note aussi positive comme vous, mais voilà, une vraie projection sur quelque chose, notamment sur l'écosystème et le partage de valeurs, en fait. Ouais, alors, pour commencer, je dirais que je suis résolument optimiste. L'optimiste non seulement de la start-up, mais de celui qui croit qu'on a vraiment un enjeu devant nous à partager. À la fois en utilisant la contrainte, c'est-à-dire définir des règles, c'est définir les règles du jeu, ça pose une contrainte, mais aussi la conviction. Et moi, je prendrai l'exemple de ce que nous a montré Jean-Michel avec les documents de l'INRS et les études qui ont été faites, qui sont extrêmement intéressantes. Et je recommande à chacun de se plonger dans ces études, parmi d'autres, comme étant des éléments qui apportent une envie de faire, justement parce qu'il y a des éléments concrets qui sont précisés. Et puis le dernier point, c'est effectivement sur l'état d'esprit. On est face à des évolutions fortes. Donc il faut collectivement on approche tous ces changements avec un esprit gagnant-gagnant. C'est que tout le monde y trouve sa part des choses. Et ce n'est pas forcément exactement les modes de fonctionnement qu'on a dans le monde du bâtiment à tous les endroits. Voilà. Donc il y a en même temps qu'un changement des modes de savoir-faire, il y a un changement des modes de collaboration qui sont à prévoir. Et après, ça s'appelle comment est-ce que j'utilise le compte prorata, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que j'impose, qu'est-ce que je laisse au choix des uns et des autres. Il y a pas mal de réflexions qui vont dans ce sens-là autour des changements qu'on a devant nous. D'accord, merci. Ok, merci. Donc effectivement, tu l'as dit, donc on va arriver sur le temps de la conclusion, mais enfin, ça a été dit, tu viens de parler de création de valeur, comment on crée la valeur, comment on la distribue, comment on va pérenniser toute cette nouvelle façon de travailler, toute cette nouvelle méthodologie qu'on est en train de mettre en place. David a aussi parlé de l'approche holistique, systémique. Enfin, on est effectivement dans ce niveau de complexité-là. Et en fait, si on veut embarquer tous les acteurs, il faut que cette performance globale, il faut que chacun y retrouve son compte, quoi, et que les bénéfices soient équitablement, peu ou prou, équitablement distribués, et ce de manière pérenne. Donc effectivement, ça va amener à changer le jeu de l'organisation de la chaîne de valeur, le jeu contractuel classique, avec des limites de prestations, etc. Et l'idée de notre petit schéma ici, c'est de représenter au centre l'ouvrier sur le chantier. Enfin, moi, j'ai tendance à penser que toute l'organisation de la chaîne de valeur doit se mettre au service de l'ouvrier, parce que c'est lui qui produit la valeur, c'est lui qui produit le geste et la qualité finale que verra le client final. Donc, se mettre au service de cet ouvrier. Et donc, lui, en termes de pénibilité, etc. Puis après, je ne vais pas redévelopper tout, mais en fait, de manière concentrique, on se rend compte que tous ces bénéfices sur la productivité, les délais, l'environnement, etc., chacun il va trouver son avantage entre les entreprises sous-traitantes, les entreprises corps d'État, les entreprises générales, promoteurs bailleurs, les aménageurs, les riverains, et en fait on peut conclure sur un enjeu de territoire en fait, quoi. Voilà. Donc ça c'est un premier aspect qui nous paraît assez important pour en faire un vrai levier de performance pérenne, durable. Et puis il y a un deuxième aspect que tu voulais souligner, Philippe. Oui, en fait, le deuxième aspect, il est que, et c'est ce qu'a dit Julien, en fait, la logistique aujourd'hui, alors j'ai envie de vous dire, j'espère qu'on vous a convaincu que c'était un levier de performance, mais j'espère surtout qu'on vous a montré que c'était une condition sine qua non à quelque chose de plus grand qui est le changement de paradigme dans la construction.
Et quand je dis une condition sine qua non, c'est-à-dire que c'est ce qui permettra que les autres aspects du construire autrement, que ce soit la conception modulaire, que ce soit le hors-site, que ce soit la digitalisation, et qu'elle soit la digitalisation en conception ou en opération, c'est ce qui va permettre que tout ça puisse se réaliser. C'est-à-dire que si on fait ces éléments-là sans avoir une logistique mature, on n'aura jamais les résultats attendus et il n'y aura pas de construire autrement en fait. Il y aura de l'innovation, c'est-à-dire des changements de technique, mais il n'y aura pas de progrès en fait. Et il faut vraiment faire une différence entre, je dirais, l'innovation qui est la nouveauté quelque part, et le progrès qui est vraiment l'apport d'une valeur autre, d'une majoration de valeur pour les parties prenantes. Et donc j'ai envie de dire, voilà, la logistique, oui, levier de performance, mais au-delà de ça, c'est la condition sine qua non de la transformation qui arrive des systèmes de production et du construire autrement. Voilà. Très bien. Alors je crois que nous avons aménagé un dernier quart d'heure pour des questions qui ont été captées par Stéphane tout au long du webinaire. Donc Stéphane, si tu veux nous rejoindre et si tu as des questions. Oui, alors merci déjà à tous les auditeurs d'avoir posé des questions. Il y en a certaines qui ont été résolues en fait pendant l'échange. Il y avait une préoccupation, on le sent dans ce sujet, c'est la partie environnement. Et il y avait une question qui était posée sur comment en fait la logistique mutualisée participe concrètement aux enjeux de ce qu'on appelle la sobriété aujourd'hui et la réduction des flux sur les chantiers. Qui veut répondre ? Avec grand plaisir, parce que c'est une question qu'on s'est posée à la fin de l'année dernière en disant bon, on va organiser une logistique et on va mettre en place des plateformes. Et puis là, il y a des gens en interne chez nous qui nous ont fait mais attendez, mais on va démultiplier les camions, on va faire plus d'emballage, mais est-ce que ça a du sens ce que vous êtes en train de nous proposer dans une période de sobriété environnementale ? Et donc du coup, on a été au fond de la question, on a travaillé avec un bureau d'études qui s'appelle CPV Associés pour qualifier l'impact environnemental de tous ces scénarios logistiques qu'on met en place. Ce qui est important à imaginer, c'est que, en fait, et qu'on n'avait pas compris nous, c'est que nos camions, aujourd'hui, ils transportent du vide. C'est-à-dire qu'ils sont pleins en volume, mais ils ne sont pas pleins en masse. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est que tous les scénarios logistiques qu'on est en train de regarder là, ça impacte globalement les 30 derniers kilomètres la plupart du temps. Et donc, en termes d'impact CO2, c'est pas grand-chose. Et quand on regarde le transport dans l'acte de construire, c'est déjà pas grand-chose non plus. Nous, chez Bouygues, en scope 3A, c'est 5% des émissions. Donc on est en train de parler en parlant du CO2, c'est pas sur le CO2 qu'on a l'impact. Par contre, pour une ville, et ça la ville de Paris ou les grandes villes l'ont compris, c'est des camions, c'est des particules fines, donc la directive de 2008, et donc ça a un énorme impact pour eux, qu'on organise la logistique, qu'on aille vers des transports, vous en avez parlé du fluvial, qu'on aille vers de la consolidation, la régulation comme peut le faire Colas avec Kievo Mobility. Donc il y a un gros enjeu à diminuer le nombre de camions en fait, qui rentrent ou alors à réguler les flux. Ça a été mentionné tout à l'heure par Jérôme qui disait on peut diviser par 2 le nombre de camions. Alors aujourd'hui, diviser par 2, c'est vraiment quand on va au fond du travail. Mais je prends un exemple, la construction bois diminue aujourd'hui notablement le nombre de camions qui arrivent sur le chantier. La construction bois enlève une grande partie des toupies béton. Et donc il y a vraiment des moyens, des leviers qui permettent d'améliorer l'impact environnemental. Je crois qu'on peut parler en nombre de camions et aussi en temps de camions sur la chaussée. En fait. Tout à fait, en durée. Pardon, David. Voilà, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit et ce qui a été dit avant par rapport à la slide précédente où on expliquait que finalement c'est un prérequis. C'est vrai que ce qu'il faut bien comprendre, et notamment par rapport au dernier exemple en lien avec le hors-site, c'est qu'aujourd'hui, l'innovation, ce qu'on appelle l'innovation produit. En fait, il y a 3 types d'innovation. Il y a innovation produit, process et puis organisationnelle. Et les 3 sont toujours intrinsèquement liés en fait. Et dans l'innovation de produit, faire des bâtiments en bois, par définition, c'est plus faire les bâtiments sur site en béton. Donc ça amène une innovation forcément de process et d'organisation. Et donc, quelque part, comme vous le disiez très justement, si on n'intègre pas toute la supply chain dans la réflexion, ben en fait, le produit lui-même devient incompatible avec l'objectif qu'on s'est donné.
Donc indépendamment des gains qui ont été exprimés en termes de qualité d'air, etc., dans les villes, c'est un prérequis nécessaire à de nouveaux modes de construction qui vont être déclinés différemment suivant les régions, mais on comprend très bien que ça va être un prérequis. Jérôme ? Oui, je voudrais rajouter un petit point qui était sur une des diapositives de Julien. On avait pour les derniers kilomètres une boucle, mais il y avait aussi une boucle côté fournisseur. C'est-à-dire que si on fait comme dans d'autres industries, il peut y avoir des ramasses qui sont faites en amont et qui permettent d'optimiser aussi des nombres de camions et côté fournisseur. Donc ça, c'est un niveau de maturité, je dirais, c'est un peu encore au-delà des escaliers qu'on a identifiés. Mais ça fait partie des pistes qui peuvent être réfléchies avec certains industriels représentatifs. Oui, oui, tout à fait. Stéphane ? Alors, il y avait une autre question sur justement les fonctions, en fait les nouvelles fonctions que va créer cette logistique mutualisée. Tout à l'heure, Julien, tu parlais justement qu'en études, il y a déjà des nouvelles fonctions qui sont créées. Il y avait en lien avec une autre question, c'est qu'est-ce que ça va changer pour aujourd'hui les conducteurs de travaux qui sont sur chantier, qui sont un peu les hommes pompiers de la logistique, en fait, aujourd'hui. Alors, juste moi, pour les conducteurs de travaux, pour avoir été conducteur de travaux il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, justement, c'est passer de pompier à chef d'orchestre. C'est redonner les lettres de noblesse à ce métier qui est important. Moi, j'ai vu on a passé beaucoup trop de temps à courir, à donner des clés à des sous-traitants, à courir pour aller réceptionner des camions, à courir à droite, à gauche. Et en fait, on parle beaucoup du nombre de kilomètres parcourus par les compagnons, ce qui est normal. Les conducteurs de travaux, ils perdent un temps fou avec ces trucs-là. Aujourd'hui, le métier des conducteurs de travaux, ça va quand même être de penser, parce que tout ce travail, on l'a dit, la logistique, elle n'est pas standardisée pour tous les chantiers. Ben, les conducteurs de travaux, demain, ils vont être mis à contribution pour penser l'organisation logistique, parce qu'il faudra l'adapter à comment est-ce qu'ils veulent faire le chantier, comment est-ce qu'on a envie d'imaginer les chantiers. Donc, redonner des lettres de noblesse pour moi. D'accord, donc aussi l'attractivité finalement du métier, quoi. Tout à fait. Donc c'est un enjeu fort, je crois, aujourd'hui. Ah, c'est important. Oui, si je te prends un tout petit exemple, c'est si aujourd'hui on demande à un conducteur de travaux, à la fin d'un chantier, tu as eu combien de camions sur ton chantier, on a rarement une réponse claire et objective, alors que demain, on lui demande de lui rassembler les informations qui vont pouvoir lui permettre de dire « je vais en avoir tant, donc voilà comment je m'organise sur toute la durée du chantier ». Et c'est quelque chose donc, que vous observez, enfin, chez ICAD, vous voyez. Et aussi chez les fournisseurs, en fait, il y a une évolution des métiers ou... Alors, l'évolution des métiers ou des pratiques, elle est liée au développement du BIM, je dirais. Et notamment sur le domaine de la préfabrication, du kitting. C'est très lié à la capacité qu'on a de modéliser les éléments du bâtiment ou de l'ouvrage à construire et à partir de ces éléments de dire on va faire des unités logistiques. Alors quand on fait une résidence étudiant ou un hôtel, c'est assez simple. Une unité logistique, c'est une chambre. Et en général, c'est assez reproductible et ça marche bien. Quand on est dans des ouvrages plus complexes, c'est un peu plus difficile à modéliser ou préfabriquer. Donc, évolution de la technique, le BIM, la connexion du BIM avec l'offre qu'on appelle Lean ou le sur-mesure et tous les avantages qui s'en suivent. Et je reviendrai juste une seconde sur les deux chantiers que j'ai montrés de rénovation qui ont été faits avec des plaques. J'ai oublié de souligner que ça s'est traduit par pas d'accident sur le site, effectivement. Il n'y a pas eu d'opération de découpe et d'opération de manutention de plaques lourdes. On avait un chantier plus propre. On avait 1% de chute de plaques au lieu de 6-7% avec la saleté sur la poussière de plâtre. C'est bien rempli. C'est de la saleté. Donc les avantages, on les trouve concrètement sur le chantier, au-delà du fait que ces chantiers n'étaient pas faisables sans. Ils ont démontré tous les avantages. Quand il s'est agi de le chiffrer et de dire est-ce qu'on le refera, la réponse était plus mitigée. Donc il faut intégrer tous les coûts de ce que ça suppose. Très bien. Une autre question. Une autre question sur la digitalisation qu'on a vite évoquée. Jérôme, tu parlais
tout à l'heure en fait, de l'exemple qui était donné sur l'SPL de Lyon pour des fonctionnalités de régulation. Est-ce que les outils digitaux, enfin, sur quel autre thème en fait, ils peuvent aider en fait, à cette mise en place de la logistique mutualisée? On a parlé beaucoup du BIM aussi, qui est un outil résolument digital. Je pense que c'est un changement majeur dans le monde de la construction. Après, il y a toutes les questions de traçabilité de bout en bout. Aujourd'hui, le BIM, il ne discute pas forcément très bien avec les flux logistiques. Ça a vocation à le faire, mais je n'ai pas encore vu beaucoup d'exemples opérationnels sur ce sujet. Donc, c'est une voie de progrès. Et puis, il y a tout ce qui est autour de la traçabilité des flux. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de matériaux qui sont faits spécifiquement pour un chantier, on n'a pas comme sur une bouteille de Coca-Cola un QR code voilà, qui l'identifie à l'envie et qui, pareil, la palette, la boîte, etc., permet de faire un suivi complet de bout en bout. Donc ce sont des voies sur lesquelles on va très certainement progresser, y compris sur les aspects gestion de stock, s'il y a des plateformes, etc. Oui, peut-être d'autres... Très bien. Tu avais une autre question peut-être sur la conduite du changement que ça va opérer, voilà, ce nouveau mode de fonctionnement. Donc dans les premiers sujets qui ont porté leurs fruits, c'est qu'est-ce qui ont été rencontrés en fait en termes de freins là pour conduire ce changement qui est important pour tout le monde. En termes de freins, on a parlé un petit peu au début, mais c'est le retour sur investissement de l'approche logistique. Elle n'est pas évidente à court terme pour le maître d'ouvrage, le promoteur, qui fait le choix de s'engager dans une approche logistique. Les 3,5%, nous, qu'on a qualifiés ou quantifiés, il ne les voit pas à la fin de son opération. Ça ne lui est pas rétribué. Donc, de fait, c'est compliqué de se lancer dans l'opération. Donc, il faut mettre au pot. Il faut mettre au pot pour voir, voilà. On est sûr du retour sur investissement. Par contre, voilà, après, c'est un travail en partenariat avec les entreprises avec qui on contractualise. Et on part de l'hypothèse qu'à court terme, sur les 2-3 opérations, les entreprises vont répercuter ce gain sur leurs réponses. Ça reste une hypothèse. Les expériences à court terme ne le démontrent pas. Oui, il y a un besoin. Vous avez raison, c'est-à-dire que le temps libéré, en fait, s'il n'est pas récupéré pour autre chose, en fait, il n'est pas récupéré. Il est libéré, il n'est pas récupéré. C'est ça. Voilà. Et donc, il y a besoin d'apprendre, enfin, il y a un besoin d'apprentissage, c'est-à-dire parce qu'il faut changer la façon de faire avec les moyens logistiques et pas juste utiliser les moyens logistiques en plus dans le même procédé, en fait. Et vous avez raison de dire qu'il y a ce besoin d'apprentissage, de récurrence, en fait, pour progressivement apprendre, comprendre ce qui peut être fait différemment compte tenu des nouveaux éléments. Ouais. Et il faut effectivement de l'ambition pour transformer ces espérances de gain en gains. Par exemple, si on est souvent d'accord pour dire que les délais sont trop longs, parce qu'ils ne sont jamais trop conformes aux délais initiaux, la logistique doit se mettre au service en fait, de cette performance-là aussi, quoi. Donc on sait que de toute façon, des délais trop longs ne sont pas source de productivité et de performance. Ouais. Et on parlait aussi de conducteur de travaux et du changement de fonction. Le conducteur de travaux, il existe lorsqu'on est en entreprise générale sur la durée de l'opération. Il n'y a pas de chef d'orchestre attitré lorsqu'on est en alloti. On confie, j'en reviens à cette mission au maître d'œuvre. S'il a la mission d'OPC, il peut exercer cette fonction. Ce n'est pas souvent le cas sur des petites opérations de 20 logements, R+3. Et donc là, on n'a pas de chef d'orchestre. Et on en revient un petit peu à du coup, qui gère, qui coordonne toutes ces entreprises. Donc le lot logistique, le lot zéro, peut être une solution intéressante, même sur des petites opérations. On l'expérimente, nous, sur du 20 logements R+3, avec des logisticiens, pour faire la démonstration que même sur des petites opérations, ça a de la valeur ajoutée et de l'intérêt. On va qualifier aussi le temps gagné, les efforts diminués, et donc les gains de productivité pour des petites opérations, pour aussi convaincre de l'intérêt qu'a cette approche. Avec un nouvel acteur, quelque part, qui est celui qui prend le lot zéro, en fait. Très bien. Plus de questions ? Ok, écoutez, est-ce que vous avez un dernier mot peut-être à ajouter, un petit tour de table rapide avant de conclure.
Ouais, pour moi, c'est un vrai sujet de changement, ce qu'on vient de dire, qui est important. Il ne faut pas sous-estimer les freins, ils existent. Mais comme vous l'avez dit, et je pense que c'est important, c'est un sine qua non à tout ce qu'on veut faire. Si demain on va faire de l'économie circulaire, il va falloir sortir les ressources des chantiers. Donc, allons-y. Très bien. Moi, je vais rajouter un petit sujet qui est peut-être un sujet sensible, qui est justement pour réussir l'évolution vers une logistique mieux organisée, c'est de se donner le temps d'anticiper plus avec tous les acteurs du chantier cette logistique. Et dans les acteurs du chantier, il y a notamment les sous-traitants de l'entreprise générale. Et s'ils sont choisis ou confirmés le vendredi pour démarrer le lundi, c'est plus compliqué. Et voilà, il y a un juste équilibre entre le temps de négociation et le temps ensuite d'organisation du chantier pour que ça se passe bien. C'est un sujet dont on... Jean-Michel. Oui, donc la logistique, c'est un métier. Il faut des compétences et ça ne peut pas être dilué et proposer à des entreprises dont la fonction première, c'est soit de peindre, soit de poser des plaques de placo, soit de poser du carrelage. Mais c'est pas... Ils ne sont pas là pour, ou n'ont pas les compétences internes pour faire de la logistique, quoi. Et donc ça s'organise, ça s'anticipe, et c'est un métier. D'accord. David ? Moi, je dirais simplement, comme ça a été évoqué, le vrai sujet, ça va être le déploiement, ça va être comment on embarque tout notre écosystème. Tout le monde est rétif en fait, à sortir de sa zone de confort, que ce soit pour la logistique qu'on aborde là, que ce soit pour en fait, tout type de transformation, dans la conception des ouvrages, dans les bâtiments fabriqués hors site, etc. La problématique est toujours la même, c'est comment finalement, avec un panel d'acteurs auprès desquels nous on fonctionne au quotidien, hein, nos achats c'est 80% de l'achat local, de marché de travaux avec une récurrence quand même assez forte de partenariats avec local, avec des grosses œuvres, avec des électriciens, des plombiers, etc. Comment on va finalement embarquer tout notre écosystème sur ce sujet-là en particulier et sur bien d'autres, petit à petit, en crantant un projet après l'autre, où effectivement, nous, en tant que maître d'ouvrage au début, on ne va peut-être pas y retrouver l'investissement qu'on va y passer ni en argent ni en temps, mais on a bien conscience que pour tous les sujets, finalement, il va falloir que tous ces sujets avancent en parallèle. On a évoqué le BIM, on a évoqué les enjeux environnementaux, etc. Et c'est vrai que c'est ça qui est à la fois un peu effrayant et passionnant, c'est qu'on se dit qu'aujourd'hui, tout le secteur du bâtiment va devoir changer. Et moi, le maître mot, je pense que c'est la formation des gens, sur lequel on va devoir investir énormément dans les années qui viennent, parce que ce soit de l'amont à l'aval de la chaîne de valeur, que ce soit des clients B2C ou B2B, de toute façon, ceux qui sont au milieu et qui sont obligés de produire les bâtiments, en gros, on n'a pas d'autre choix que de former tout le monde aux enjeux. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec David, la formation, communication, et donc l'opportunité qu'on a eue aujourd'hui d'échanger grâce à vous sur ces sujets en font partie et permettent de soulever beaucoup de points et de développer des argumentaires, des arguments, des éléments de conviction pour embarquer le plus possible de monde sur le sujet. J'ai envie de vous remercier parce que ça a été un bon moment, alors en tout cas ici, j'espère pour nos spectateurs aussi, et c'est un bon moment pendant les préparations. Donc merci beaucoup et à bientôt pour une deuxième table ronde sur l'industrialisation peut-être. À suivre. Merci beaucoup. Au revoir.